Bonjour à tous, écrivez en commentaire d'où vous venez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bonne écoute. Ce jour-là, j'ai vu de mes propres yeux l'enterrement de mon mari. Pour la deuxième fois. La première fois, il y a 1 an, j'avais pleuré de douleur. Cette fois, je pleurais d'un triomphe glacé, silencieux, qui me prenait aux tripes. Mais pour comprendre comment une femme vivante peut ressentir de la joie à la mort de son propre mari, il faut que je vous ramène quelques mois en arrière, au jour où mon monde, que j'avais construit avec tant de soin, s'est effondré comme un château de cartes à cause d'un simple murmure dans un couloir d'hôpital. Tout avait commencé par un banal mal de tête. Une douleur sourde, persistante, qui me suivait depuis des semaines. Mon mari, Dominique, avait insisté pour que je fasse un examen complet. « Anna, disait-il d'une voix douce et enveloppante, ta santé passe avant tout. L'argent, ça se regagne, mais toi, personne ne pourra jamais te remplacer. » Qui aurait cru que ces mots n'étaient qu'un fragment d'un immense mensonge? Nous sommes allés à l'hôpital régional de Lille. Un jour gris, la pluie fine frappait le pare-brise de la voiture. L'hôpital, un vieux bâtiment en briques jaunes des années 80, sentait le chlore et le désespoir. Les couloirs résonnaient comme dans une prison. Dominique, comme toujours, était d'une élégance parfaite, manteau en cachemire, chaussures impeccables, une touche de parfum chic. Il avait l'air de ne pas appartenir à ce lieu, et j'étais fière qu'il soit mon mari. « Je t'attends ici, dans le couloir », dit-il quand mon tour arriva. « Il y a trop de monde, ça me donne mal à la tête. »« D'accord, chérie. Je reviens vite », lui souris-je, avant d'entrer dans le cabinet du neurologue. Une plaque indiquait « Docteur Dupont, neurologue de haut niveau ». Le médecin, un homme d'un certain âge, avait des yeux fatigués mais bienveillants. Il me questionna longuement sur mes symptômes, me fit les tests habituels. Pendant tout l'examen, je pensais déjà à notre petit restaurant préféré, où nous irions après. Rien ne laissait prévoir la suite. La consultation touchait à sa fin quand la porte s'ouvrit légèrement. Une infirmière passa la tête. « Docteur Dupont, pardon, vous avez 1 minute ?» dit-elle doucement. « Je suis occupée, Clara. »« C'est urgent ?» répondit-il, agacé. « C'est pour le patient de la chambre 7. » Elle me jeta un regard étrange, rapide. Le docteur soupira et se leva. « Attendez-moi ici, je reviens. » Il quitta la pièce. Je me retrouvai seule. Le tic-tac de l'horloge se mêlait au bruit sourd du couloir. Les minutes passaient. Je commençais à m'inquiéter. Je jetai un œil dehors. Des gémissements, des pleurs d'enfants. Et là, je vis Dominique, assis sur un banc, absorbé par son téléphone. Rassurée, je refermai doucement la porte. C'est à ce moment-là que Clara revint. Cette fois, elle marcha droit vers moi. Elle devait avoir une 40aine d'années, un visage pâle et cerné. Elle me regarda comme si elle voyait un fantôme. « Vous êtes bien Anna Morel ?» Sa voix tremblait. « Oui, c'est moi. »« Pourquoi ? Il y a un problème ?» Elle ne répondit pas. À la place, elle me saisit la main. Sa peau était froide et moite. Elle m'attira tout près d'elle, son visage à quelques centimètres du mien. Je sentis une légère odeur de valériane. « Écoutez-moi bien », murmura-t-elle si bas que j'eus du mal à comprendre. Son souffle était haché. « Je ne sais pas qui est cet homme qui est venu avec vous. Mais votre mari, Dominique Morel, est mort depuis 1 an. » Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je regardais ses yeux écarquillés de peur, sans comprendre. « C'est une blague ? Vous vous moquez de moi ?» J'essayai de lui retirer la main, mais elle me tenait fermement. « Vous êtes folle. Mon mari est là, juste là. » J'indiquai le banc d'un signe de tête. Dominique leva les yeux de son écran, nos regards se croisèrent. Il haussa un sourcil, interrogatif. « Tout va bien ?» Clara suivit mon regard. Son visage se tordit de peur et de dégoût mêlé. « Ma pauvre !» Son chuchotement devint à peine audible. Je travaillais en réanimation l'année dernière. C'est moi qui ai constaté son décès. Le 23 avril. Grave accident au travail. Il n'y avait rien à faire. Je me souviens de son visage. Je me souviens de vous. Vous criez tellement. Ces mots me transperçaient. 23 avril. Cette date. Dominique m'avait dit qu'il partait en déplacement pour son usine. Il était revenu 3 jours plus tard, pâle, abattu. Il avait dit qu'un ouvrier était mort, qu'il avait échappé de peu. Il avait changé depuis ce jour-là, plus distant, plus nerveux. Je pensais que c'était un traumatisme. Vous vous trompez. Ma voix monta d'un coup. Les gens se retournaient. Lâchez-moi. Je me dégageai d'un coup, paniquée.
Mon cœur battait à tout rompre. Une folle. Elle débloque, voilà tout. Elle est à bout. Je regardais Dominique. Il s'était levé et venait vers moi, inquiet. Mon Dominique. Bien vivant. J'étais outré par l'audace de cette femme. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a glacé. Il ne me regarda même pas. Il fixait Clara. Et dans son regard, il n'y avait ni surprise, ni inquiétude. Juste une haine froide, calculée. Et une phrase, murmurée d'une voix rauque, étrangère, qui me fit douter de tout. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ce n'était pas sa voix. Ce n'était pas le ton doux de Dominique. C'était un grondement menaçant, profond, animal. Il fixait Clara avec une violence qui m'horrifia. Elle devint livide, recula en trébuchant, et balbutia. « Je me suis trompée. Désolée. » Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'enfuit en courant dans le couloir, esquivant les patients. Tout cela ne dura que quelques secondes. L'homme que j'appelais Dominique redevint instantanément celui que je connaissais. Son expression changea, il me prit par les épaules. « Anna, ça va ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette folle ?» Ses mains me serraient fort. Trop fort. Il me secoua pour que je le regarde. Mais je ne voyais plus que le vide. Les mots de Clara, sa peur, le grognement de Dominique. Tout se mélangeait dans ma tête. Elle a dit « Que tu… » Je n'arrivais pas à finir. « Que j'ai quoi ? » « Quoi, Anna ?» Il parlait vite, avec insistance. « Regarde-moi. Je suis là. Tu vois bien qu'elle est folle. Tu connais le genre de personnel qu'on trouve dans ces hôpitaux publics. Fatiguée, aigrie. Elle a dû te confondre avec une autre. Ou peut-être qu'elle voulait de l'argent. Tu lui as donné quelque chose ?» Il déballait des explications, toutes plus absurdes les unes que les autres, sans me laisser une seconde pour réfléchir. Il me tenait fermement par le bras et m'entraînait vers la sortie. « On s'en va tout de suite. Ça suffit avec ces médecins. Je vais te trouver la meilleure clinique à Paris. Tu as fait un vrai scandale. Tout le monde nous regarde, » murmura-t-il, furieux, quand j'ai essayé de m'arrêter. Je me suis retournée. En effet, quelques personnes dans le couloir nous observaient avec curiosité. Mes joues ont pris feu de honte. Et s'il avait raison ? Si j'avais vraiment cru au délire d'une folle et fait une scène pour rien ? J'avais tellement envie d'y croire. Tout le trajet du retour, on est resté silencieux. J'étais recroquevillée sur le siège passager, trop effrayée pour bouger. En coin, je regardais son profil, le même nez droit, la même mâchoire, le même grain de beauté sur le cou. Mon Dominique. Mais alors, pourquoi sa présence me glaçait-elle la peau ? Je me suis mise à repenser aux petits détails que j'avais toujours ignorés. Par exemple, mon Dominique tapotait toujours le volant au rythme de la musique. Cet homme-là serrait le volant comme un étau, ses jointures blanchies. Mon Dominique détestait le chocolat noir. Celui-ci, la semaine dernière, en avait mangé toute une tablette en disant que ses goûts avaient changé. Mon Dominique m'appelait toujours Anna, et seulement parfois ma chérie. Lui, il disait « ma chérie » tout le temps, comme s'il jouait un rôle appris par cœur. Avant, je mettais tout sur le compte du stress après son accident à l'usine. Je me disais que les gens changent après un choc. Mais Maintenant, tous ces petits détails formaient un puzzle inquiétant. Nous sommes arrivés à notre maison de campagne. Une grande et belle maison que nous avions achetée juste après son retour de ce fameux déplacement. Avant, cet endroit était mon refuge. Aujourd'hui, en voyant les hauts murs de briques, je me sentais piégée. « Va à l'intérieur. » « Je gare la voiture, » dit-il d'un ton calme, presque autoritaire. Je suis sortie en silence. Mes jambes flageolaient. Dans la maison, il faisait frais et silencieux. Je suis allée au salon et j'ai allumé machinalement la télé, juste pour briser le silence. Il est entré quelques minutes plus tard, a enlevé son manteau, l'a accroché dans le placard. Comme d'habitude. Mais je sentais la tension dans ses gestes. Il s'est assis près de moi sur le canapé, a pris ma main. Elle était glacée. Pardon de t'avoir parlé si durement à l'hôpital. J'ai eu peur pour toi. Quand j'ai vu cette femme te murmurer des choses, et ton visage, j'ai cru que tu faisais un malaise. Il disait les bons mots, ce que j'aurais aimé entendre. Mais ses yeux fuyaient les miens. Moi aussi. J'ai eu peur, répondis-je doucement. Elle avait l'air tellement convaincante. Anna, écoute-moi, dit-il en se penchant vers moi. Sa voix était redevenue douce, presque mielleuse. Tes maux de tête, ta fatigue, tes insomnies. Ce sont des signes d'épuisement nerveux. Tu es à bout. Et dans ces cas-là, tu peux commencer à croire à des choses qui n'existent pas. C'est dangereux. Je pense que tu dois te reposer.
Pas de travail. Pas d'appel. Juste du calme pendant quelques jours. Je m'occupe de tout. Je l'écoutais, et je sentais le froid s'insinuer dans mes veines. Il ne voulait pas me rassurer, il voulait me faire passer pour folle. Il m'isolait, me coupait du monde, en se servant de ma santé comme prétexte. Il voulait que je croie, moi-même, que j'étais malade. Je suis vraiment épuisée. Je vais prendre un bain et dormir un peu. Voilà, c'est bien, souffla-t-il avec soulagement, en m'embrassant le front. Son baiser avait la froideur de la glace. Je vais te faire mon infusion spéciale, avec de la camomille et de la mélisse. Ça va te calmer. J'ai hoché la tête et monté à l'étage, dans la salle de bain. J'ai fermé la porte à clé, une chose que je n'avais jamais faite avant. Je me suis regardée dans le grand miroir. Une femme pâle, épuisée, aux yeux pleins de peur me fixait. Il croit qu'il a gagné. Qu'il m'a brisé, qu'il m'a fait peur. Il croit que je le crois. Très bien, qu'il continue de croire. La peur était toujours là. Elle me serrait le cœur comme un étau. Mais sous cette peur, un autre sentiment naissait. Une rage glacée. Une haine pure pour cet homme en bas, qui avait volé ma vie. Une haine contre moi-même aussi, pour avoir été aussi aveugle. Je ne savais pas qui il était. Mais une chose était sûre, ce n'était pas mon mari. Et je le prouverai. Il veut que je boive son infusion et que je dorme, sans me poser de questions. Très bien. Je vais faire semblant. Je vais boire son thé. Et faire mine de dormir. Mais demain, un nouveau jour commence. Et la première chose que je ferai, ce sera retrouver cette infirmière, Clara. Je dois savoir où est enterré mon vrai mari. Et je dois savoir ce qui s'est vraiment passé ce 23 avril. La chasse vient de commencer. La nuit a été un supplice. J'ai fait semblant de dormir, profondément, comme si son infusion avait fait effet. En réalité, je l'avais discrètement versée dans l'évier. Chaque mouvement, chaque respiration de sa part à côté de moi me faisait trembler. Ce corps, cette chaleur, cette odeur. Tout ce qui, avant, me réconfortait, me dégoûtait maintenant. J'étais allongée à côté d'un monstre, et mon seul moyen de défense, c'était de jouer la comédie. Au matin, j'ai joué mon rôle. Celui d'une femme brisée, apeurée, presque convaincue qu'elle perdait la raison. J'étais calme, distraite, je fuyais son regard. Quand il m'a tendu le café, je l'ai renversé sans faire exprès. Mes mains tremblaient. « Tu vois, Anna, je te l'avais dit », dit-il d'un ton satisfait. « Tu as besoin de repos. Je vais juste passer au bureau 1 ou 2 heures, j'ai des papiers urgents à signer. Toi, surtout, ne sors pas. Repose-toi. Regarde un film. Et ce soir, je ramène tes pâtisseries préférées. » Il m'a embrassée sur le sommet du crâne. J'ai eu un frisson. « Tout ira bien », a-t-il ajouté en partant. J'ai entendu la porte claquer, le moteur démarrer, et le bruit s'éloigner. J'ai compté jusqu'à 100, au cas où il reviendrait. Mais le silence est resté. Un silence qui, maintenant, était mon allié. Je me suis levée d'un bond. Pas une minute à perdre. Première étape, retrouver Clara. Je ne connaissais ni son nom de famille, ni le service exact où elle travaillait, sauf qu'elle avait mentionné la réanimation. Appeler le standard de l'hôpital était risqué, on pouvait retrouver mon appel. Mais je me souvenais du nom du neurologue, Dupont. J'ai cherché sur Internet le numéro du service neurologique. Les mains tremblantes, j'ai composé le numéro. « Neurologie, j'écoute », répondit une voix de femme, lasse. « Bonjour », dis-je d'une voix faible et plaintive. « Je suis Anna Morel. J'ai consulté le docteur Dupont hier. »« Oui, je me souviens. Un problème ? » ? « Eh bien, depuis hier je ne me sens pas bien. Et je voulais faire une réclamation contre une de vos collègues. Elle s'est comportée de manière très étrange, elle m'a effrayée. Je voulais connaître son nom. »« Mademoiselle, on a des centaines d'agents ici. Vous parlez de qui ? » répondit-elle, visiblement agacée. Elle a interrompu ma consultation avec le docteur Dupont. Une femme d'environ 45 ans, cheveux foncés. Elle s'appelle Clara, je crois. « Ah, Clara Girard, » fit-elle, comme si elle se rappelait soudain. « Mais elle n'est pas chez nous. Elle est en réanimation. Toujours à courir partout. Bon, notez Girard Clara. Vous voulez que je transmette votre plainte au responsable ? » Oui, s'il vous plaît, murmurai-je, le cœur battant fort. J'avais son nom complet. Merci beaucoup. Je raccrochai. Clara Girard. Service de réanimation. Il fallait agir vite maintenant. Je ne pouvais pas prendre ma voiture, et si jamais il y avait mis un traceur GPS ? Cette pensée me glaça. Dans la poche d'une vieille veste, je trouvai quelques billets froissés.
Juste assez pour un aller simple en taxi. J'appelais une voiture via une appli, en utilisant une vieille carte SIM que je gardais en cas d'urgence. Le trajet jusqu'à l'hôpital me sembla interminable. La ville vivait sa routine, les gens pressés passaient sans savoir dans quel cauchemar je me débattais. L'hôpital, qui m'avait semblé triste et banal la veille, me paraissait aujourd'hui une forteresse lugubre, pleine de secrets. Je demandai au chauffeur de me déposer dans une rue adjacente, pour ne pas être vu depuis l'entrée principale. Je mis la capuche de mon sweat et contournai le bâtiment pour atteindre les entrées réservées au personnel. Je trouvai le pavillon avec l'écriteau « Anesthésie et réanimation ». La porte était verrouillée par un digicode. Attendre devant aurait été trop risqué. Je me cachai derrière un gros buisson de lilas, d'où je pouvais observer discrètement. 1 heure, puis 2. Mes jambes engourdies, j'étais glacée. Des médecins et infirmiers passaient, en tenue bleue ou verte. Mais pas de Clara. Le soleil commençait à se coucher. Mon téléphone vibra. Un message de lui « Ma chérie, je suis en retard. J'arrive dans 1 heure. J'ai acheté tes éclairs préférés. » Il me restait 1 heure. La panique montait. J'étais sur le point de partir quand la porte s'ouvrit. Clara Girard sortit. Elle semblait encore plus fatiguée que la veille. Le dos voûté, elle marchait lentement vers l'arrêt de bus. C'était mon unique chance. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans mes tempes. Je la rejoignis rapidement. « Clara, s'il vous plaît ?» Ma voix était douce, mais ferme. Elle sursauta et se retourna brusquement. Quand elle me vit, ses yeux s'agrandirent d'effroi. Elle resta figée, comme si elle voyait un fantôme. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais seul un râle étouffé en sortit. Elle m'avait reconnue, et son regard me confirma tout, elle avait dit la vérité. Et cette vérité était si terrible qu'on pourrait tuer pour la faire taire. Je vous en supplie, ne criez pas. Je vous crois. Chaque mot. J'ai besoin de votre aide. Il est parti, mais il va revenir bientôt. Je vous en prie. La peur dans ses yeux ne disparut pas, mais je vis autre chose, de la confusion, peut-être même un peu de compassion. Elle regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle craignait qu'il surgisse à tout moment. « Je ne sais rien. Vous vous trompez, murmura-t-elle, moins sûre d'elle. Laissez-moi tranquille, j'ai des enfants. Justement parce que vous avez des enfants, vous devez m'aider. Hier, il vous a regardé comme s'il allait vous tuer. Je l'ai vu. Il vous a menacé, n'est-ce pas? Imaginez ce qu'il pourrait faire s'il découvre que je sais quelque chose. Il est dangereux. Pas seulement pour moi. Qui est-ce? » Mes mots l'atteignirent. Elle déglutit, jeta un œil aux fenêtres sombres de l'hôpital, puis à moi. Elle comprit que je n'étais pas une idiote. Qu'on était 2 à risquer gros, dans la même galère. « Pas ici, souffla-t-elle enfin. Venez. » Elle marcha lentement, je la suivis. On s'éloigna de l'hôpital pour rejoindre un petit square désert. On s'assit sur un banc humide, sous un vieil érable. Un lampadaire clignotait au-dessus de nous, projetant des ombres agitées sur nos visages. Je n'aurais jamais dû parler, commença-t-elle, fixant ses mains. Ses doigts jouaient nerveusement avec la lanière de son sac. C'était interdit. Mais quand je vous ai vue vivante, avec lui, j'ai cru devenir folle. Racontez-moi tout. S'il vous plaît, Clara, dis-je doucement, en prononçant son prénom. Elle inspira profondément. Le 23 avril de l'année dernière, commença-t-elle d'une voix à peine audible, votre mari, Dominique Morel, a été amené chez nous, à la réanimation, après une explosion dans son usine. J'étais de garde. C'était horrible. Et j'en ai vu, en 20 ans de métier, mais là, il n'avait presque aucune chance. Plus de 80% de brûlures, des dégâts internes terribles. On a lutté pendant presque 5 heures. Le chef du service en personne a dirigé les manœuvres. Mais c'était inutile. À 3 heures du matin, on a déclaré son décès. Elle se tue. J'étais pétrifiée. Mon vrai Dominique. Il n'était pas juste mort, il avait souffert. Pendant que moi, j'attendais son appel à la maison, furieuse qu'il ne réponde pas. Les larmes me montèrent, mais je les retins. Ce n'était pas le moment de pleurer. Et après? Demandai-je, la gorge nouée. Et c'est là que les choses bizarres ont commencé, dit-elle encore plus bas. Normalement, on prévient la famille, le corps part à la morgue. Mais moins d'1 heure après, 2 hommes sont arrivés. L'un, c'est celui qui était avec vous hier. L'autre, très bien habillé, autoritaire. Il est allé direct dans le bureau du chef de service. Ils ont parlé longtemps. Quand ils sont sortis, le chef était livide. Il nous a ordonné de leur remettre les papiers immédiatement. Le corps devait être transféré dans un crématorium privé, sans passer par la morgue.
Et on a tous reçu l'ordre de garder le silence. La version officielle, la famille veut rester discrète, c'est une tragédie. Mais ça ne ressemblait pas à un deuil, Anna. C'était un accord. Rapide, précis, froid. Tout devenait clair. L'accident, la mort, puis l'arrivée d'un sosie qui avait pris sa place. Pour tout prendre. Et moi, dans ma douleur, j'étais le camouflage parfait pour ce monstre. Mais il doit rester des preuves. Des documents. M'écriai-je. Oui, bien sûr. Écoutez-moi. Chaque décès dans l'hôpital est enregistré dans un registre spécial. C'est la loi. Même si le corps part en privé, l'acte de décès doit être archivé. Il est impossible à falsifier, c'est un document officiel, avec le cachet, l'heure, la cause. Où est ce registre? Comment je peux y accéder? Je m'accrochais à cette chance comme à une bouée. C'est là que ça se complique, dit-elle. L'archive est dans la cave de l'ancien bâtiment. Il y a une archiviste, Elisabeth. Une vieille peau très stricte. Elle ne laisse personne entrer sans raison valable. Il faut un bon prétexte pour qu'elle vous montre les registres de l'année dernière. Elle réfléchit une seconde. Dites que vous avez besoin d'une copie pour une assurance ou pour une succession. Que l'original a été perdu. Peut-être que ça passera. Allez-y tôt le matin. C'est quand elle est la moins désagréable. Elle planta son regard dans le mien. Anna, je vous ai tout dit. Je ne veux plus rien savoir. Ne me cherchez plus. S'il apprend qu'on s'est parlé. Elle ne termina pas, mais je compris. Elle se leva pour partir. Merci, Clara, murmurai-je. Vous m'avez sauvé la vie. Elle fit un vague geste de la main, puis s'éloigna rapidement dans le crépuscule. Je restai seule sur ce banc glacé. Le monde autour n'existait plus. Il n'y avait plus que moi, cette vérité monstrueuse. Et une détermination glaciale. Je regardai l'heure sur mon téléphone. Il me restait 40 minutes avant son retour. 40 minutes pour rentrer à la maison, effacer de mon visage les traces de la rue et remettre ce masque de femme douce, aimante et totalement ignorante. Ce masque qui, à force, était devenu comme une seconde peau. Mais cette fois, j'avais un plan. J'avais un but. Demain matin, quand il repartira au bureau, je retournerai à l'hôpital. Je descendrai dans ce sous-sol sombre et poussiéreux. Je trouverai cette Elisabeth. Et j'obtiendrai ce document. Cette feuille de papier qui prouve la mort de mon vrai mari. Cette feuille qui deviendra la condamnation de celui qui dort aujourd'hui dans son lit. Le retour à la maison fut l'épreuve la plus difficile de ma vie. J'étais rentrée 10 minutes avant lui, juste assez pour me laver le visage et remettre des vêtements confortables. Lorsqu'il est arrivé avec une boîte d'éclairs et son sourire de façade, je l'ai accueilli avec le même sourire faux, le même ton reconnaissant. Nous avons mangé des pâtisseries en buvant du thé. Il me parlait du travail, d'un nouveau contrat au bureau. J'acquiesçais, je répondais par des phrases vides de sens. Mais en réalité, je revoyais ce banc froid dans le square, et j'entendais la voix tremblante de Clara. J'ai encore passé la nuit sans dormir. Mais cette fois, la peur s'était mêlée à une impatience brûlante. J'avais un plan. Au matin, j'étais parfaite. Fraîche, maquillée légèrement, souriante. Je lui parlais calmement, presque joyeusement. « Tu sais, tu avais raison », lui dis-je pendant le petit déjeuner. J'avais juste besoin de dormir. J'ai presque plus mal à la tête. Je pense sortir un peu. Marcher dans le quartier, prendre l'air. Il me fixa longuement. Je soutins son regard sans flancher. Apparemment, ma comédie était convaincante. Bonne idée, finit-il par dire. Mais ne va pas trop loin. Et prends ton téléphone. Je vais t'appeler. Bien sûr, mon chéri, chantonnai-je. Dès que sa voiture disparut au coin de la rue, je fonçai hors de la maison. Pas vers le parc, vers l'arrêt de bus, à l'autre bout du quartier. Chaque minute comptait. L'autobus, plein à craquer, avançait à une lenteur insupportable. Je fixais les rues qui défilaient, me sentant comme une espionne dans un vieux film. Sauf que cette fois, ma propre vie était en jeu. J'arrivais enfin à l'hôpital. Cette fois, j'entrai par l'entrée principale, la tête haute. Je repérai vite le panneau « Archives » et descendis un escalier mal éclairé. Plus je descendais, plus l'air devenait humide et glacial. Le couloir du sous-sol était bas de plafond, bordé de tuyaux épais couverts de mousse grise. L'odeur de poussière, de papier moisi et de vieux murs remplissait mes narines. Au bout du couloir, une porte unique avec une plaque abîmée, « Archives ». Accès interdit au public. Je frappai. Silence. Je frappais plus fort. Fermé pour déjeuner,
grogna une voix rauque derrière la porte. Je regardai l'heure. 10 heures à peine. J'essayai la poignée, ce n'était pas verrouillé. Je pris une grande inspiration et entrai. La pièce était exactement comme je l'imaginais. Plafond bas, une unique ampoule suspendue, et des étagères interminables couvertes de dossiers reliés par de la ficelle. Au centre, derrière un énorme bureau en chêne croulant sous les papiers, était assise une petite vieille sèche, avec d'énormes lunettes. Elle ressemblait à une chouette gardienne de secrets anciens. C'était forcément Elisabeth. « Tu sais lire, ma fille ?» Ou il faut envoyer une invitation écrite. Grinça-t-elle sans lever les yeux. « Bonjour. Désolée de vous déranger, dis-je en m'approchant. J'ai besoin de votre aide. Je m'appelle Anna Morel. J'en ai rien à faire de ton nom. J'ai des règles. Les heures d'ouverture sont de 2 à 4. Là, je travaille. Je vous en prie, c'est très urgent, insistai-je, passant directement à l'histoire suggérée par Clara. J'ai perdu l'acte de décès de mon mari, Morel Dominique. Il me faut une copie d'archives pour une succession. Le notaire me le demande. Elle leva enfin les yeux au-dessus de ses lunettes. Son regard était perçant. Un notaire ? Alors qu'il envoie une demande officielle, cachetée. Et toi, t'es qui ? Donne ton passeport. Je le lui tendis. Elle le scruta longuement, puis moi. Puis le passeport encore. Morel. Ce nom me dit quelque chose, marmonna-t-elle. Et pourquoi c'est toi qui viens, pas ton avocat ? Tu veux économiser ? Je n'ai pas d'avocat, répondis-je d'une voix tremblante en baissant les yeux. Après tout ce qui s'est passé, l'argent manque. Et cette paperasse. Je voulais juste m'assurer que les documents sont en ordre. Pour ma tranquillité, je levai les yeux vers elle, sincèrement émue. Pas de comédie. Penser à la vraie mort de Dominique me brisait vraiment. Elle me fixa longuement. Son visage restait impassible. J'étais persuadée qu'elle allait me chasser. Puis elle poussa un soupir long et désabusé. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Toujours pressés. Bon, assieds-toi. Et ne souffle pas sur mes dossiers, tu pues le parfum. Quelle date ? Le 23 avril de l'année dernière, murmurai-je, n'osant y croire. Elle se leva en gémissant, grimpa sur un escabeau et tira un énorme registre relié en cuir noir, couvert de poussière. Elle souffla dessus, fit voler un nuage dans le rayon de lumière et posa le tout sur la table. « Cherche », dit-elle en ouvrant le livre. Les pages jaunies étaient remplies d'une écriture fine. Des noms, des dates, des causes de décès. Un interminable défilé de drames humains. Mes doigts tremblaient en parcourant les lignes. Et je le vis. Morel Dominique, 38 ans. Admis le 23.04 à 22h10. Décès le 24.04 à 3h17. Cause : polytraumatisme, brûlure thermique 3e et 4e degré, 85%, choc traumatique. Conclusion : lésion incompatible avec la vie. Tout était là, comme Clara l'avait dit. Noir sur blanc. La preuve. Le monde vacilla sous mes pieds. Il me faut une copie de cette page, dis-je d'une voix à peine audible. Et puis quoi encore ? Grommela Elisabeth. On fait des copies que sur demande officielle. Je vais payer, lançai-je, en sortant tout l'argent de mon portefeuille. Elle regarda les quelques billets, puis moi. Dans ses yeux, une lueur étrange, pas de la cupidité, mais une forme de défi. 200 €, dit-elle. Je les lui tendis sans un mot. Elle les prit, les rangea dans un tiroir, et emporta le registre dans l'arrière-salle, où un vieux photocopieur se mit à ronronner. Je restai seule avec la page ouverte. Je fixai l'inscription de la mort de mon mari, et mon regard glissa vers la dernière colonne, observation. Presque vide sur les autres lignes. Mais pas la sienne. À côté de celle de Dominique, il y avait 2 mots griffonnés au crayon et des initiales. CTRL V, Dubois. Mon sang se glaça. Dubois. Victor Dubois. L'associé de Dominique. Le type lisse, arrogant, qui m'avait toujours conseillé de ne pas poser de questions. Ce n'était pas une note. C'était la signature d'un bourreau. La preuve que ce n'était pas un accident. C'était un assassinat. Planifié. Contrôlé. À cet instant précis, j'ai compris que mon ennemi n'était pas seulement l'usurpateur qui vivait sous mon toit, mais aussi un homme puissant et impitoyable qui tenait toute la ville entre ses mains. Et moi, je venais de lui déclarer la guerre. Elisabeth revint de l'arrière-salle et me tendit une feuille encore chaude qui sentait l'ozone. Une photocopie de la page du registre. Ma preuve. Je la pliai rapidement et la glissai dans mon sac, en essayant de cacher le tremblement de mes mains. « Merci beaucoup », murmurai-je en me dirigeant vers la sortie.
T'as trouvé ce que tu cherchais, ma fille. Sa voix grinçante était étonnamment grave. Elle me fixait de ses petits yeux perçants. Puis elle jeta un regard au registre toujours ouvert sur la table. Elle avait tout vu. Je me figeai. Mon cerveau carburait. Mentir? Faire semblant de n'avoir rien vu? Ou tenter le tout pour le tout? Il y avait dans son regard une curiosité cynique et vieille comme le monde. Je sentis qu'il fallait oser. Je revins lentement vers la table et du bout du doigt, montrai la note au crayon, CTRL V, Dubois. « C'est qui » demandai-je à voix basse. La vieille femme se dirigea lentement vers la porte, tourna la clé dans la serrure. Le clic résonna dans le silence du sous-sol. Elle revint à la table sans s'asseoir. Debout, petite, voûtée, elle dégageait une force calme. « Victor Dubois, c'est le genre d'homme à qui on ne pose pas de questions dans cette ville, dit-elle distinctement. Il possède l'usine métallurgique. Le port aussi. Et si tu veux mon avis, il possède la moitié de l'administration. C'est un homme très haut placé. Et très dangereux. » Elle attrapa un crayon sur la table. J'écris ce genre de notes pour moi. Quand quelque chose sent mauvais. Ce jour-là, c'était le chaos ici. Le directeur de l'hôpital courait dans tous les sens. Puis il est arrivé. Dubois, en personne, en chair et en os. J'étais là. La porte était entr'ouverte. Je l'ai entendu dire au directeur qu'il fallait régler l'affaire discrètement. Vite. Sans scandale. Vous m'avez bien comprise. Il avait dit. Et le chef hochait la tête comme un petit garçon. Je me souviens encore de leur visage, de leur voix. Alors c'est ça, soufflai-je. Mon mari n'est pas mort par accident. Il a été éliminé, personnellement, par son propre associé. Et l'homme qui vit chez moi n'est qu'un pion dans ce jeu. Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça ? L'argent, ma fille. Toujours l'argent, ricana Elisabeth. Ton mari ne voulait sûrement pas partager. Ou il a découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. Et Dubois n'aime pas les obstacles. Il les élimine. Et pour que tout continue sans bruit, il a mis un remplaçant. Quelqu'un qui lui ressemble. Peut-être un parent éloigné que personne ne connaît. C'est alors que mon sac vibra. Mon sang se glaça. C'était lui. L'écran affichait « Mon chéri ». Quelle ironie. Je rejetai l'appel. « Phil », dit Elisabeth. « Et ne lui montre jamais que tu sais. Joue les idiotes. C'est ta seule chance de survivre. » Le téléphone vibra de nouveau, plus fort. Je décrochai. « Oui, mon cœur » fis-je d'une voix la plus légère possible. « Tu es où, Anna ?» Sa voix était glaciale. Fini les mots doux. C'était de l'acier. « Tu as dit que tu allais faire un tour dans le quartier. Je suis rentrée. Tu n'es pas là. » Il était rentré plus tôt. Mon plan venait de s'écrouler. « Oh, chérie, j'ai eu un vertige. » Je suis allée jusqu'à l'arrêt et j'ai pris un bus pour aller à la pharmacie du centre. J'avais plus de cachet. Je rentre là, dans 30 minutes. Silence. Pesant, lourd. « T'as 30 minutes pour être là, » dit-il froidement. « Et on va avoir une vraie discussion, toi et moi. » Bip. Il avait raccroché. « Il sait » murmurai-je, envahi par la panique. « Non, il soupçonne, nuance » corrigea Elisabeth. Elle alla à son bureau, ouvrit un tiroir et me tendit un vieux téléphone à touche. « Tiens, il est chargé. Nouvelle carte SIM. Si t'as besoin d'aide, appelle. Et retiens bien une chose, la police, oublie. Dubois les a tous achetés depuis longtemps. Le papier que je t'ai donné, c'est juste du papier. Il prouve que ton mari est mort, mais pas qu'il a tué. Il te faut plus. Il te faut des aveux. Leurs propres mots. » Je pris le téléphone, le fourrai dans ma poche et courus vers la sortie. « Merci » lançai-je en courant. « Survie, d'abord » répondit-elle dans mon dos. Je sautai dans un taxi. Mon cœur battait comme un oiseau affolé. 30 minutes. C'était tout ce que j'avais. Je fixais les maisons défilant derrière la vitre, une seule question me hantait, qu'est-ce que je vais lui dire ? Comment justifier tout ça ? Je déboulai à la maison, haletante, le cœur dans la gorge. Il m'attendait dans le salon. Il ne s'était même pas assis. Il était là, debout, les bras croisés. Le silence dans la maison était lourd. Angoissant. Je suis rentrée, dis-je doucement en enlevant ma veste. Il ne répondit pas. Il me fixait. Longtemps. Comme s'il voulait lire au fond de mon âme. Puis, lentement, il leva la main. Dans sa main, mon téléphone. « Explique-moi » dit-il calmement. Mais dans ce calme, il y avait plus de menace qu'un cri.
Il tourna l'écran vers moi. Une carte. Mon itinéraire du jour. Une jolie boucle entre notre maison et l'hôpital. L'application fitness qu'il m'avait installée il y a un mois, soi-disant pour ma santé. Je l'avais oublié. Lui, non. Quel médicament miracle t'a été cherché dans les archives de l'hôpital? Poursuivit-il d'un ton glacial, avançant d'un pas. Le silence devint assourdissant. Ce n'était pas une question. C'était un coup de feu. Mon premier réflexe fut la panique. Fuir. Mais fuir où? Et là, dans cette seconde de terreur absolue, un autre instinct prit le dessus. L'instinct de survie. Le conseil d'Elisabeth, fait semblant d'être idiote, résonna en moi. Je ne pouvais pas nier l'évidence. Alors il fallait tordre la vérité. Faire passer ma trahison pour un acte d'amour fou. Je levai les yeux vers lui. Et je me mis à pleurer. Pas de petites larmes silencieuses, non. Une vraie crise. Des sanglots forts, brisés, douloureux, tout l'horreur et la rage que je ressentais sortaient à travers eux. Je n'en pouvais plus, criai-je entre deux sanglots. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Ces mots. Les mots de cette femme à l'hôpital. Ils tournaient en boucle dans ma tête, il est mort, il est mort, il est mort. Dès que je fermais les yeux, je voyais son visage. Je croyais devenir folle. Je tombais à genoux devant lui, agrippant son pantalon comme à une bouée. Il resta figé, surpris par une telle réaction. Il s'attendait à des excuses, à un mensonge. Mais pas à ça. Pas à cette explosion d'émotions quasi théâtrale. Il fallait que je vérifie, continuai-je entre deux hoquets. Il fallait que je prouve qu'elle mentait. Je suis allé là-bas pour trouver ce maudit registre et voir de mes propres yeux que ton nom n'y était pas. Je voulais une preuve, n'importe quoi, pour lui foutre sous le nez. Pour la faire condamner pour diffamation. Je voulais te protéger. Nous protéger. Mon hystérie était parfaite. Parce qu'elle était réelle. Alimentée par mes vraies émotions. J'étais vraiment au bord du gouffre, mais pour une autre raison. Il me regardait d'en haut. Son visage impassible, mais dans ses yeux, un doute. Il ne savait plus quoi penser. Et alors? Demanda-t-il d'une voix dure, mais déjà moins glaciale. Tu l'as trouvé, ton registre? Oui. Je me relevai brusquement, fouillant dans mon sac comme une folle. Oui, je l'ai trouvé. J'ai forcé cette vieille sorcière des archives à me le montrer. Et il n'y avait rien. Aucun Dominique Morel. Aucun acte de décès. Elle a tout inventé. Cette garce a tout inventé. Je sortis la fameuse photocopie, pliée en 4. Je ne la lui donnai pas. Je la dépliai moi-même, mais de manière à ce qu'il ne puisse pas lire le texte, et je la brandis comme un drapeau. Voilà. La preuve que tu es vivant. Et que cette menteuse voulait détruire notre vie. Donne-moi ça, dit-il en tendant la main. Non. Je collai la feuille contre ma poitrine comme si c'était un trésor. C'est à moi. Je ne la donnerai à personne. Je vais l'encadrer. C'était le plus gros bluff de ma vie. Je tenais entre mes mains la preuve de sa culpabilité, et je la faisais passer pour une preuve de son innocence. Il me regardait, observait ma folie apparente, cette détermination démente, cette feuille que je refusais de lâcher. Et son expression changea peu à peu. Le doute se mua en froide analyse. Il sembla y croire. Pas que le registre était vide, mais que j'étais folle. Une idiote déséquilibrée, capable de tout par amour. Et ce rôle m'a sauvée, mais m'a aussi condamnée. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Dit-il lentement, s'approchant d'un pas. Sa voix était basse, menaçante. T'as fouillé dans des dossiers officiels. T'as mis les pieds à l'hôpital. T'as laissé une trace. Maintenant, les questions viendront peut-être pas de moi, mais d'eux. Des gens qui aiment pas qu'on fouille dans leurs affaires. Il n'a pas dit Dubois, mais je savais qu'il parlait de lui. Il passa à l'action dans la seconde. Il ne me frappa pas. C'était pire. Il m'attrapa violemment par les épaules et me secoua. « T'es malade, Anna ?» siffla-t-il. « Ton obsession devient dangereuse. Pour toi et pour moi. » Il me projeta sur le canapé. Puis il attrapa mon sac, en vida le contenu sur la table basse. Les clés de voiture. Le portefeuille. Mon téléphone. Il ramassa tout. « À partir de maintenant, tu ne sors plus de cette maison, » dit-il sèchement. Plus de balades. Plus de téléphone. Plus de contact avec le monde extérieur. Tu restes ici jusqu'à ce que tu sois calmé. Et c'est moi qui vais m'en charger. Il m'attrapa par le bras et me traîna à l'étage, dans notre chambre. Je ne résistais pas. J'étais en état de choc, mais je savais que protester serait inutile. Il me poussa dans la pièce. « Je t'apporte ton dîner. »
La porte sera fermée. Pour ta sécurité. Il sortit et tourna la clé. Un clic. Puis un deuxième. 2 tours de clé. J'étais seule. Dans notre chambre, baignée de soleil, devenue ma cellule. Je courus à la fenêtre. 2e étage. Pelouse bien tondue. Sauter, je me casserais les jambes. Il pensait avoir gagné. Il croyait m'avoir enfermée, privée de tout. Il avait tout pris. Sauf 2 choses. La première, cette fameuse photocopie. Juste avant qu'il ne me tire en haut, je l'avais glissée sous la semelle de ma chaussure. Elle était là. Mon arme. Mon acte d'accusation. La seconde. Je marchai jusqu'au placard. J'y retrouvai la veste que je portais à l'hôpital. Je mis la main dans la poche. Mes doigts touchèrent le plastique froid et rugueux. Le vieux téléphone qu'Elisabeth m'avait donné. Il ne savait pas qu'il existait. Je m'assis au bord du lit. Dans mes oreilles résonnait encore son chuchotement plein de haine. Il pensait m'avoir brisé. Mais il m'avait offert la chose la plus précieuse, du temps. Du temps sans surveillance. Du temps pour observer. Du temps pour planifier. La guerre entrait dans une nouvelle phase. Une guerre de l'ombre, depuis une prison à ciel ouvert. Les premières heures d'enfermement furent les plus dures. Je restais assise, figée, à écouter le silence de la maison. Pas un silence de paix. Un silence vide, lourd. J'étais coupée du monde. Quand il m'apporta un plateau, une soupe fade et du pain, je le mangeai, sous son regard comme une prisonnière modèle. Soumise. Éteinte. Comme il voulait que je sois. Parfait, dit-il en reprenant le plateau. Repose-toi. Le calme est le meilleur des remèdes. Il partit. 2 clics dans la serrure. Mais dès que ses pas disparurent à l'étage du dessous, je cessai d'être faible. Je sortis la photocopie de sous ma semelle. Le nom V. Dubois me brûlait les yeux. C'était mon seul atout. Mais inutile tant que j'étais enfermée. J'attendis la nuit. Le vrai silence. J'entendis sa respiration régulière dans la chambre voisine, qu'il avait réquisitionnée. J'attrapai ma veste, retrouvai le téléphone caché dans la poche. Je me glissai dans le dressing, la partie la plus éloignée de sa chambre, et enfouis le téléphone dans les vêtements pour étouffer le bruit. L'écran s'illumina d'un vert pâle. Je composai le numéro enregistré par Elisabeth sous le nom « Pharmacie ». Après plusieurs sonneries, une voix familière me répondit. « J'écoute », grinça-t-elle. Elle ne dormait pas. La chance des idiotes. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Des infos. La feuille d'archives, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Vous aviez raison. Il faut que je comprenne pourquoi. Le business de Dominique, sa boîte, Dubois. Vous savez quelque chose ? Des dettes ? Des conflits ? Je dois trouver un fil à tirer. » Silence. Je l'entendais respirer. « Je suis pas enquêtrice, ma fille, » dit-elle enfin. « Mais, j'ai un neveu. Il bosse au fisc. Pas très haut, mais il a accès à certaines bases. Je vais voir ce que je peux faire. Garde ce téléphone allumé. Je t'appellerai si j'ai quelque chose. Et toi ? Ne m'appelle jamais. » Elle raccrocha. Une lueur d'espoir. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Cette chambre était celle de mon vrai mari. Ses affaires étaient encore là. L'imposteur avait tout laissé en place. Il dormait dans son lit, portait ses habits. Mais il devait bien rester des traces. J'ai commencé une fouille méthodique et silencieuse. Je vérifiais les poches de ses anciennes vestes, regardais sous les tiroirs de la commode, tapotais le parquet. Rien. Puis je me suis souvenu de l'ancienne mallette en cuir de Dominique, celle qu'il utilisait pour ses voyages d'affaires. Elle était là, en haut du dressing, couverte de poussière. L'imposteur ne l'avait même pas regardée. Je l'ai descendue. Les loquets ont claqué bruyamment dans le silence de la nuit. À l'intérieur, vieux contrat, prospectus, une calculatrice. Du banal fouillis de travail. J'étais prête à abandonner, quand, tout au fond, sous la doublure, mes doigts ont senti quelque chose de dur. Une petite clé USB. Et à côté, un carnet fin en cuir. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert le carnet. La plupart des pages étaient vides, mais au fond, j'ai trouvé des colonnes de chiffres, des dates, et toujours les initiales VD. Les montants étaient énormes, des centaines de milliers d'euros. Et les dates ? Toutes situées dans les 6 derniers mois de la vie de mon mari. Il enquêtait. Il surveillait Dubois. Il réunissait des preuves contre lui. La clé USB devait sûrement être protégée. Mais même ce petit carnet suffisait à comprendre. Mon mari savait qu'on le volait. Il comptait riposter. Il n'en a pas eu le temps.
Je suis restée assise toute la nuit sur ce carnet, essayant de comprendre. Au matin, il m'a apporté le petit déjeuner. J'étais calme, docile. Un jour de plus passa. J'étais au bord du désespoir quand, tard le soir, le vieux téléphone dans la poche de ma veste vibra discrètement. Elisabeth. Je me suis réfugiée dans le dressing. Je t'écoute, chuchotai-je. Ça ne sent pas bon, ma fille, dit Elisabeth d'une voix grave. Mon neveu a creusé un peu. Juste après la date officielle du décès de ton mari, des sommes énormes ont été transférées depuis les comptes de sa société. Des millions. Tout est parti vers une société écran fraîchement créée, Europatrade. Et le propriétaire légal? Un certain Pierre Leblanc. Un type sans adresse fixe. Mais le plus intéressant, c'est le siège social de cette société, un immeuble en plein centre-ville. Et tu l'as deviné, il appartient à notre cher Victor Dubois. Ils n'ont même pas essayé de cacher leurs traces. Ils étaient sûrs que personne n'irait creuser. Je suis restée assise sur le sol du dressing, dans le noir. Dans une main, le téléphone. Dans l'autre, le carnet de Dominique. Tout correspondait. Les dates, les montants. Mon mari avait découvert leur combine. Ils l'ont éliminé pour l'empêcher d'agir. Et pendant 1 an, ils ont tranquillement vidé ses comptes en utilisant son sosie comme couverture. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la serrure tourner. J'ai à peine eu le temps d'éteindre le téléphone, de le cacher avec le carnet sous une pile de vêtements et de sortir du dressing. Il est entré. Mais pas avec un plateau. Il avait un sourire étrange, carnassier. Il semblait ravi. « Le repos te fait du bien », dit-il d'un ton faussement doux. « Tu as meilleure mine. » Et je me suis dit que ma petite malade méritait un cadeau pour lui remonter le moral. Il me tendit une petite boîte en velours sombre. J'eus un frisson d'horreur. « Qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je. « Ouvre, n'aie pas peur », dit-il en élargissant son sourire. « C'est de la part de Victor. Il est très soucieux de ta santé. Il m'a demandé de te l'offrir et de te souhaiter un prompt rétablissement. » Mes doigts tremblaient. J'ouvris lentement la boîte. Sur un coussinet noir, un collier en or finement travaillé. Très beau, très cher. Mais ce n'était pas ça qui me glaça le sang. Au centre du collier, en pendentif, une petite chouette en or. Identique à celle gravée sur le briquet de mon vrai mari. Son porte-bonheur. Celui qu'il avait avec lui le jour où il est parti à l'usine. Celui qu'on n'a jamais retrouvé. Je fixai la chouette dans la boîte, et la pièce se mit à tourner autour de moi. C'était elle. Le même bijou. Je me souvenais de ses doigts qui le tournaient quand il était stressé. Ce morceau de métal l'avait accompagné jusqu'à la fin. Et maintenant, il était là, offert comme cadeau, envoyé par le meurtrier. Ce n'était pas un simple message. C'était une moquerie. Une démonstration de pouvoir. Il me disait, « On sait que tu sais. On était là. On a tout pris. Et on peut faire pareil avec toi. » Crier, s'effondrer, accuser n'importe laquelle de ses réactions m'aurait condamné. Il fallait jouer le rôle de ma vie. Je levai les yeux vers l'imposteur, et un grand sourire émerveillé se dessina sur mon visage. « Oh, c'est adorable !» m'écriai-je, arrachant la boîte de ses mains. « Une chouette. J'adore les chouettes. C'est le symbole de la sagesse. Chérie, c'est tellement touchant. Tu te souviens que j'avais dit que je voulais un bijou avec une chouette ? Je venais d'inventer ça. Je n'avais jamais dit ça. » Je serrai la boîte contre ma poitrine, tout ému. Et remercie Victor de ma part. Quelle générosité! L'homme que j'appelais Dominique semblait désarçonné. Il attendait tout sauf ça, la peur, les larmes, les doutes, mais pas une telle joie débordante. Il me regardait comme si j'étais un insecte bizarre. Ma réaction ne collait pas à son plan. Oui, il sera content de la prendre, marmonna-t-il. Je vais le porter tout de suite. Non, je ne l'enlèverai jamais. Je sortis le collier et luttai avec le fermoir. « Aide-moi, chérie. » Je me tournai, lui tendant la nuque. Ses doigts étaient froids et hésitants. Je sentais le froid du pendentif se propager sur ma peau. Ce métal, dernier témoin de la vie de mon mari, était maintenant sur moi. Mon armure. Ma malédiction. D'ailleurs, dit-il quand je me retournai pour admirer le bijou, Victor aimerait nous voir. Il nous invite demain soir à dîner. Dans son club de campagne. Il veut voir par lui-même si tu vas mieux. Ce n'était pas une proposition. C'était un ordre. Une convocation chez le parrain. Dubois voulait me regarder dans les yeux. Évaluer le danger. Savoir s'il avait face à lui une ennemie ou une idiote. Un dîner ? Chez Victor ? Bien sûr. J'ai applaudi. Ça fait si longtemps que je ne suis pas sortie.
Il faut que je choisisse une robe. Qu'est-ce que je vais mettre? Il doit y avoir du monde chic là-bas. Je l'ai bombardé de questions stupides pour l'empêcher de réfléchir. Il me regardait avec un mélange de mépris et de confusion. Pour lui, j'étais une poupée cassée qui se remettait à bouger toute seule. Quand il est parti, refermant la porte à clé, mon sourire s'est évanoui. Je suis allée au miroir. La chouette dorée brillait à mon cou, moqueuse. J'ai passé l'unique appel que je pouvais. Ils m'ont fait un cadeau, chuchotai-je quand Elisabeth décrocha. Un pendentif. Une chouette. Sa chouette. Silence régna à l'autre bout du fil. C'est mauvais, ma fille, finit par dire Elisabeth. C'est un signe. Ils t'ont marqué. Ils te disent, on surveille chacun de tes pas. Alors, quoi d'autre? Il nous a invités à dîner. Demain. Dans son club. Tu dois y aller, sans hésiter, répondit-elle. Dire non, ce serait montrer que tu as peur. Que tu sais quelque chose. Ce serait fini. Tu dois y aller et jouer ton rôle jusqu'au bout. Mais comment? Que faire? J'ai peur de craquer. Tu tiendras, sa voix devint dure, comme de l'acier. Écoute-moi bien. Demain, tu deviendras invisible. Une jolie poupée vide. Admire sa maison, sa montre, sa voiture. Parle de shopping à Milan ou des plages des Maldives. Rire à ses blagues nulles. Pas un mot pertinent. Pas un regard sérieux. Les hommes comme Dubois méprisent ce genre de femmes. Ils ne les craignent pas, les voient comme du mobilier. Et tant qu'ils te voient comme un beau canapé, tu es en sécurité. Ta carapace, c'est ta superficialité. Compris, compris, soufflez-je. Le lendemain, il m'apporta une robe. Longue, en soie, d'un rouge sang. Encore un cadeau de Dubois. Elle m'allait parfaitement. Je fis un brushing, maquillage intense. Devant le miroir, j'avais un air de lionne mondaine, vide, luxueuse, dangereuse. Et autour de mon cou, la petite chouette dorée brillait. Je l'avais mise exprès pour lancer mon contre-attaque silencieuse. Votre menace est juste un bijou. Le soir, il débarqua, costard cher et parfum entêtant. À ma vue, il s'immobilisa. Un éclair d'admiration s'alluma dans ses yeux. J'avais gagné ce duel, je devenais celle qu'ils attendaient. Je lui offris un sourire éblouissant. Alors, mon chéri, je suis prête, chantonnai-je en faisant tinter mes bracelets. J'espère que Victor a un bon chef. J'ai une faim de loup. Nous quittâmes la maison pour la première fois depuis des jours. L'air du soir était frais, chargé d'inquiétude. Il conduisait son SUV noir, silencieux. Moi, je regardais la ville défiler, me sentant comme un gladiateur allant au Colisée. Face au lion dans son antre, je n'avais pas le droit à l'erreur. Le club de Victor Dubois n'en était pas un, mais une véritable forteresse. Au grillage, caméra à chaque poteau, garde sans expression à l'entrée. L'allée s'apparentait à un parc à l'européenne. Pelouse impeccable, fontaines éclairées, et au centre, un manoir de verre et de bois sombre, illuminé de l'intérieur. C'était une démonstration de puissance, le palais d'un seigneur moderne. Victor nous accueillit en personne. Tel que je l'imaginais et totalement différent. Fini le mafieux des années 90, grand, élancé, costard impeccablement coupé sans cravate, main soignée, beau sourire. Mais des yeux morts. Des yeux de prédateur qui décident si tu es appétissante ou non. « Anna, enfin vous voilà », dit-il en m'embrassant la main. Sa bouche était froide. « Vous êtes éblouissante. Cette robe a été créée pour vous. »« Victor, vous me mettez mal à l'aise », répondis-je en feignant la timidité. « Et ce collier ?» Son regard s'attarda sur la chouette. « Un choix audacieux. Votre mari avait toujours un goût impeccable pour les pièces uniques. » Coup brutal et sans prévenir. Il me fixait, et dans ses yeux je lisais « Oui, c'est à lui. » « Tu le sais. Et que vas-tu faire ?» Je soutins son regard un moment, puis je laissai échapper un rire léger et cristallin. « Oh, mais c'est un cadeau de mon Dominique. Il aime tellement me gâter. » L'imposteur à mes côtés se tendit. Face à son patron, il devenait un ombre. Le dîner se déroula dans une immense salle vitrée donnant sur la forêt nocturne. Des serveurs silencieux nous accompagnaient. Dubois jouait parfaitement le rôle de l'hôte élégant, parlant à faire problème avec les fournisseurs chinois tandis que moi, je jouais la parfaite épouse vide, émerveillée par la taille des truffes, me plaignant de ne rien trouver à Milan, vérifiant si l'eau de la piscine n'était pas trop fraîche. Idiote parfaite. Il me testa régulièrement. « Anna, comment vous sentez-vous après cet incident à l'hôpital ?» demanda-t-il, sirotant son vin. « Dominique m'a raconté, une infirmière folle vous a dit des bêtises. »
Oh, Victor, ne m'en reparlez pas, dis-je en frémissant. J'étais traumatisée. Heureusement, mon Dominique était là. Il a remis cette insolente à sa place. Plus jamais je ne mets les pieds dans un hôpital public. Seulement les cliniques privées en Suisse. Dubois rit doucement. Bonne décision. La santé est notre plus précieux trésor. Je sentis son regard m'examiner comme un papillon sous cloche. Chacun de mes gestes, de mes mots était observé. Mais j'étais impeccable. Vide et idiote comme requis. Presque brillant. Après le dîner, il proposa. Allons dans mon bureau, prendre un digestif. J'ai quelque chose à vous montrer. Le bureau était encore plus impressionnant que la salle à manger. Boiserie sombre, grand feu, et un mur couvert de photos encadrées coûteuses. Dubois avec le maire, un cheik arabe, des top modèles sur un yacht. Une véritable galerie personnelle. J'accorde beaucoup d'importance aux souvenirs, dit Dubois en versant du cognac. Surtout ceux avec de vrais amis. Il nous mena vers la photo centrale, un tirage professionnel. 3 hommes au bord d'un lac, canne à pêche en main. Au centre, mon Dominique souriait, jeune, heureux, vivant. À ses côtés, Dubois lui passait le bras autour de l'épaule. Puis, légèrement en retrait, dans l'ombre, un 3e homme. Parfaitement identique à mon mari, mais ce n'était pas lui. Son regard était dur, empli d'envie. C'était l'homme qui me suivait ce soir, l'imposteur. C'était il y a 10 ans, lors d'une partie de pêche, dit Dubois en souriant. Dominique attrapait un silure de 20 kilos. Il en a bavé pendant 1 heure. Têtu, comme toujours. Et voici. Il se tourna vers la 3e photo. Son frère jumeau maladroit, Yvan. Toujours dans son ombre. Jaloux en toute intelligence, réussite, femme. Vous ne l'avez jamais rencontré, Anna? Il a disparu bien avant que vous ne le connaissiez. Perdu dans des histoires judiciaires, je crois. Pas très propre. Il me regardait, et je lus dans ses yeux le plaisir qu'il prenait à planter ses cartes, persuadé que je ne comprendrais rien. Il me montrait le meurtrier. Regarde, j'ai remplacé le mari par son frère. Pas cher, efficace. Mon monde vacilla. Un frère jumeau. Criminel. Tout s'expliquait. Ce n'était pas juste un sosie, mais un vrai sang. La ressemblance incroyable. Le mobile, jalousie, haine ancienne. J'aurais dû hurler. Mais le silence aurait signifié que j'avais tout saisi. Alors je fis ce qu'il ne s'attendait pas, je laissai échapper un rire clair. Oh, vraiment? Un jumeau? Je me précipitai devant la photo, feignant l'enthousiasme. Quelle surprise! Dominique, mon cœur, tu ne m'as jamais parlé d'un frère. Quelle jolie histoire! Mais où est-il maintenant? Il faut le retrouver. Imagine comme ce serait drôle pendant les fêtes. De Dominique. Je babillais ces absurdités en regardant la photo de mon mari mort et de son assassin. Ma réaction était tellement absurde, tellement déplacée et stupide, qu'elle en devenait brillante. Je vis Dubois échanger un regard avec Yvan, et un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Ce sourire disait « Je te l'avais dit. Elle est complètement idiote. Aucun danger. » Et moi, je riais. Ce rire me déchirait l'âme. Car à cet instant, je compris, ce n'était pas juste une histoire de cupidité. C'était une tragédie biblique. Caïn et Abel. Une haine plus forte que les liens du sang. Et moi, j'étais en plein cœur de cette tragédie. Le sourire froid et carnassier de Dubois me disait que si je faisais la moindre erreur, il ne se contenterait pas de me tuer. Il prendrait plaisir à savourer chaque instant de ma souffrance. Le retour du club se fit dans un silence lourd, oppressant. Yvan, l'imposteur, tenait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Moi, au contraire, je continuais ma comédie jusqu'au bout. Je parlais sans arrêt du merveilleux dîner, du risotto divin, et de cette incroyable histoire de jumeaux. Tu imagines si on le retrouvait? Disais-je en fixant son profil fermé. On pourrait faire des blagues incroyables. Personne ne nous distinguerait. Dominique, mon chéri, pourquoi tu ne dis rien? Tu n'es pas content? Il craqua. Il freina si brusquement que la voiture fit un écart, et je faillis heurter le tableau de bord. La ferme, grognatait-il. Ce n'était plus la voix de l'acteur jouant mon mari. C'était un animal acculé. Encore un mot et je te laisse ici, sur le bord de la route. Je me tus, effrayé, collé au siège. J'avais gagné. J'avais fendu sa carapace. Le reste du trajet se fit dans un silence plus assourdissant qu'un cri. À la maison, il ne faisait plus semblant. Il m'attrapa brutalement par le bras, me tira à l'intérieur et me poussa dans la chambre. « Reste ici et réfléchis à ton comportement », lança-t-il avant de claquer la porte et tourner la clé.
Je glissai contre le mur jusqu'au sol. Le spectacle était terminé. Le masque tombait. Et toute la vérité de ce soir me tomba dessus comme une avalanche. Le frère jumeau. Yvan. Un criminel. Je me rappelais des bribes de phrases de mon vrai Dominique. Quand il parlait de sa famille, avec amertume, je n'ai pas de frère. Celui qui porte mon nom est mort pour moi il y a des années. Maintenant, tout devenait clair. Ce langage de prison qu'il laissait parfois échapper, que j'avais pris pour un effet d'atelier. Son comportement parfois rude, camouflé sous l'élégance des costumes. Et surtout, ses yeux vides, sans cette chaleur que j'aimais chez mon Dominique. Ce n'était pas un inconnu. C'était son ombre. Jalouse, froide, et le mobile. Dubois voulait l'argent, les affaires. Mais Yvan, lui. Yvan voulait la vie entière de mon mari. Sa maison, sa femme, son succès. Il ne voulait pas juste le remplacer. Il voulait l'effacer. Lentement. Méchamment. Mais au lieu de peur, une rage glacée m'envahit. Je n'étais plus une victime. J'étais le témoin. La pièce oubliée qu'ils avaient sous-estimée. Et c'était leur plus grosse erreur. J'appelai Elisabeth. C'est son frère, dis-je dès qu'elle décrocha. Un jumeau. Yvan. Je m'en doutais, répondit-elle calmement. Classique. Un frère jaloux, à qui on promet une vie dorée. Facile, discret. Personne ne va chercher un sosie dans la propre famille. Elisabeth, les papiers et les photos ne suffiront pas, répondis-je. Au tribunal, Dubois dira que mon mari est mort tragiquement et qu'il a juste aidé à sauver l'entreprise en plaçant le frère jumeau pour rassurer les investisseurs. Et moi, la pauvre veuve traumatisée, j'aurais tout mal compris. Ils s'en sortiront. Il me faut plus. Il me faut un aveu. De leur propre bouche. Tu veux enregistrer leur conversation ? Elle hésitait. Ce n'est pas un film, Anna. Ces types sont malins. Jamais ils ne parleront de ça au téléphone. Ni devant témoins. Alors je vais créer une situation sans témoin, dis-je. Mon esprit tournait à toute vitesse. Je dois devenir un problème. Une menace. Plus une poupée cassée. Quel genre de problème ? Financier, dis-je. Ils pensent que je suis stupide, faible ? Parfait. Je vais jouer ce rôle. Une pauvre veuve qui se réveille après le choc et découvre que son mari est mort, son argent s'envole et qu'elle veut sa part. Une énorme part. Elisabeth resta silencieuse un instant. Tu veux les faire chanter ? Non. Je veux négocier. Exiger mes droits. Ça les mettra sous pression. Yvan est un pion. On lui a promis le confort, pas de partager. Dubois, lui, déteste quand ses marionnettes réclament plus que prévu. Ils vont parler de moi. Se demander quoi faire. Combien me donner pour me faire taire. Ou s'il vaut mieux m'éliminer. Et là, j'enregistrerai. C'est très dangereux, Anna. Rester ici à attendre qu'il décide de m'éliminer, c'est pire, répondis-je sèchement. Il me faut un micro. Petit. Très fiable. Et il faut que je sorte d'ici. Voir un avocat. Ou faire semblant. Pour qu'il croie à mes intentions. Je regardais ma prison dorée. Les draps de soie. Les tableaux hors de prix. Tout sentait le mensonge et la mort. Assez joué. La partie commence pour de vrai. Je raccrochais. Mon plan était fou, risqué, presque suicidaire. Mais c'était le seul que j'avais. Je devais passer de proie à prédatrice. Je devais devenir l'os qu'ils n'arriveraient pas à avaler. Celui qui les étouffe. Et je savais pas où commencer. Il fallait d'abord secouer la barque. Montrer à mon geôlier que la prisonnière docile ne l'était plus. La guerre passait à l'étape suivante. Mon premier coup eut lieu le lendemain matin. Quand Yvan, avec son air habituel de surveillant de prison, m'apporta un plateau avec du porridge et un verre de jus, je ne daignais même pas regarder la nourriture. Assise près de la fenêtre, en peignoir de soie, je feuilletais paresseusement un magazine qu'il m'avait apporté quelques jours plus tôt. « Je ne mangerai pas ça », dis-je d'un ton froid, sans tourner la tête. Il s'arrêta net sur le pas de la porte. « Qu'est-ce que t'as dit ?»« Je ne mangerai pas ça », répétai-je en tournant la page. « Je veux des huîtres fraîches et une bouteille de Veuve Clicquot. Tout de suite. Et appelle mon coiffeur, Antoine. Je ne supporte plus ma tête dans le miroir. On dirait une recluse, pas l'épouse d'un grand homme d'affaires. » Il posa le plateau sur la commode avec une telle violence que la cuillère tinta contre l'assiette. « T'as perdu la tête ? Des huîtres ? Antoine ? T'as oublié où t'es et ce qui se passe ici ? » « Non, c'est toi qui as oublié, » répondis-je enfin en me tournant vers lui.
Mon regard était glacé. Je suis Anna Morel, veuve et seule héritière de Dominique Morel. Et toi, t'es qui? Un type qui prétend être mon mari et qui me guève de bouillie comme dans une maison de retraite. Ma patience a des limites, chérie. Alors fais-moi livrer ces huîtres. Sinon, mon avocat risque de s'intéresser de très près aux comptes de l'entreprise cette année. J'avais visé juste. À l'évocation d'un avocat, son visage changea. Mélange de colère et de panique. Il ne s'attendait pas à ça. Il savait gérer une victime apeurée, pas une femme glaciale et déterminée. Ne me menace pas, siffla-t-il. Ce n'est pas une menace. C'est une information. Je me tournai de nouveau vers la fenêtre. Les huîtres. Le champagne. Et Antoine. J'attends. Il sortit en claquant la porte. Évidemment, ni huîtres ni coiffeur. Mais ce n'était pas le but. J'avais planté une graine. J'avais changé les règles du jeu. Les jours suivants, je lui rendis la vie impossible. Je refusais de manger, je réclamais mes cartes de crédit, je parlais à voix haute de rénover la maison, de faire appel à un décorateur. J'étais l'héritière capricieuse et gâtée qui sort de son deuil et décide de reprendre le contrôle de sa vie et de son argent. Tu sais, chérie, lui dis-je lors d'un nouvel affrontement, je pense qu'il est temps que je rencontre l'avocate de la société. Michel Dubois. Tu te rappelles d'elle? Je dois faire le point sur l'héritage. Et aussi vérifier où en sont les comptes. La dernière fois que j'ai vu les relevés, il y avait bien plus d'argent. Son visage devint livide. Quel Michel Dubois? De quoi tu parles? De notre avocate, bien sûr, répondis-je avec étonnement. Celle qui s'occupait des contrats avec Victor. Grande, cheveux gris. Tu la connais très bien. J'avais inventé Michel Dubois sur le moment. Mais il ne pouvait pas le savoir. Pour lui, c'était une vraie menace. Tu ne vas nulle part, gronda-t-il. On verra bien, dis-je en me levant. Je vais m'habiller. J'ai un rendez-vous au bureau. Il se mit devant la porte. Je t'interdis de sortir. Tu m'interdis? Je ris. Tu oublies à qui tu parles. Je ne suis pas ta prisonnière. Je suis ta femme. Et j'ai tous les droits sur les finances familiales. Tu sais, j'ai fait un petit calcul, lui dis-je un soir, quand il m'apporta un dîner d'un restaurant chic. Ma stratégie fonctionnait. Dominique est mort depuis plus d'1 an. Légalement, je devrais déjà avoir hérité. C'est étrange que rien ne soit encore réglé. Je pense aller voir un notaire la semaine prochaine. Ça ne te dérange pas, mon cœur? Il me regarda avec haine. Il perdait le contrôle. Et je savais qu'après chaque dispute, il appelait Dubois pour se plaindre et qu'ils décidaient ensemble de la suite. Le piège se refermait. Il ne manquait plus que l'arme. La nuit, quand tout était calme, j'appelai de nouveau Elisabeth. Je suis le plan, dis-je. Il est à bout. Bientôt, ils voudront avoir une vraie discussion avec moi. Il me faut un enregistreur. Le meilleur. Petit, discret, avec activation vocale et longue autonomie. Tu l'auras, répondit ma marraine. Le neveu de ma voisine bosse dans la sécurité. Il saura trouver ce qu'il faut. Mais comment te le faire parvenir? Il te laisse pas sortir. On va le forcer à me l'apporter lui-même, dis-je. Le plan était déjà prêt dans ma tête. Je vais exiger une livraison de nourriture. Pas n'importe laquelle, un panier du marché bio en centre-ville. Vous voyez? Bien sûr que je vois. Là-bas, les prix donnent le vertige, grogna Elisabeth. Bon plan. J'y vais demain. Qu'est-ce que tu veux? Prenez tout ce qu'il y a de plus cher. Et surtout, une grosse miche de pain de campagne. Avec la croûte la plus épaisse. Le lendemain, je fis une énorme scène à Yvan. Je criai que sa nourriture de restaurant était toxique et que je voulais uniquement des produits bio. Je lui lançai un coussin. Je menaçai de faire la grève de la faim. Il était furieux, mais sûrement sur instruction de Dubois, il céda. Il commanda en ligne, les dents serrées. Quelques heures plus tard, un livreur sonna. Depuis ma fenêtre, je vis Yvan récupérer lui-même les sacs. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Et s'il devinait? Si quelque chose clochait? Il entra dans la maison. Je l'entendis farfouiller dans la cuisine. Le temps sembla suspendu. Enfin, des pas dans l'escalier. Voilà tes produits bio, cracha-t-il. Je vis qu'il avait fouillé les sacs. Il était parano, mais pas assez malin. Il ne s'attendait pas à une cachette subtile. Dès qu'il partit, je me jetai sur les sacs. Mes mains tremblaient. Je déchirai les emballages, fouillai les sachets d'épinards, les boîtes de thé. Et puis je pris la miche de pain. Je la brisai doucement.
À l'intérieur, dans une cavité taillée avec soin, il était là. Un petit rectangle noir, pas plus grand qu'un ongle. L'enregistreur. Je le pris dans ma main. Froid, lisse, lourd. Comme une petite balle noire. J'avais une arme. Il ne me restait plus qu'à préparer le terrain. Les attirer sur mon territoire, là où je pouvais contrôler la partie. Et je savais déjà comment faire. L'arme était là. Il fallait maintenant attirer la bête dans le piège. Attendre qu'il décide de m'éliminer serait du suicide. Je devais précipiter les choses, les forcer à suivre mon scénario. La suite exigeait de la préparation. Je savais que la conversation décisive ne devait pas avoir lieu dans ma chambre-prison, mais dans un lieu neutre symboliquement fort pour moi, le bureau de mon vrai mari. Yvan évitait cette pièce comme la peste. Il n'y avait jamais touché un seul papier, ne s'était jamais assis à son bureau en chêne massif. Pour lui, cet endroit était hanté. Et justement, c'est là que tout devait se jouer. Sous prétexte que j'avais besoin de retrouver des documents d'assurance pour mon avocat, je le forçai à m'ouvrir la porte du bureau. Il le fit à contre-cœur, me lançant un regard méfiant. « Fais vite. Et ne touche à rien, grognatait-il. Ne me dis pas quoi faire chez moi, répondis-je d'un ton glacé. Pendant qu'il faisait les 100 pas dans le couloir, j'avais quelques minutes. Je m'approchai du bureau de Dominique, effleurai sa surface lisse. Il y avait encore son parfum, cuir, tabac à pipe, eau de toilette. Je collai discrètement le minuscule enregistreur sous le bureau avec un double face. Parfaitement caché. J'activai le mode déclenchement vocal. Le piège était prêt. Restait là pas. Le soir venu, je ne l'attendis pas. Je descendis moi-même. Il était dans le salon, regardant un film d'action. Je me plantai devant l'écran. « Éteins ça, dis-je. Calme. Sûr. Aucune émotion. Juste le business. » Il tourna lentement la tête. « Qu'est-ce que tu veux encore ? Le théâtre est fini. Il faut qu'on parle. Sérieusement. » Il eut un sourire moqueur. « On a déjà eu cette discussion. » « Non. La dernière, c'était pour l'idiote que tu croyais avoir en face de toi. Celle-ci, c'est avec la femme intelligente que je suis. » Je m'assis en face de lui. « Je sais tout, Yvan. » C'était la première fois que je prononçais son vrai prénom. L'effet fut immédiat. Il se figea. Son visage se durcit. Il coupa le téléviseur. Le silence était tel qu'on entendait le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. « Qu'est-ce que t'as dit ?» murmura-t-il. Un ton calme, mais tranchant comme la glace. « J'ai dit que je sais tout. Je sais que tu n'es pas Dominique. Je sais que mon mari est mort dans cet accident à l'usine, il y a 1 an. Ne fais pas cette tête. J'ai engagé un détective privé il y a des semaines, quand ton jeu est devenu trop maladroit. Il a trouvé le certificat de décès, ton passé, ton vrai nom, Yvan. Et surtout, je sais que toi et ton patron Dubois détournez l'argent de l'entreprise depuis 1 an. Je n'ai pas parlé des photos, ni du fait qu'il était son frère jumeau. J'ai tout présenté comme si je l'avais appris d'une source extérieure. Et j'ai recentré sur l'argent, sur la fraude. Pas sur un meurtre. C'était le point clé. Accusé de vol, on négocie. Accusé de meurtre, on fait taire les témoins. Il ne disait rien. Il me fixait. Je voyais les calculs défiler dans sa tête. Me tuer maintenant ? Mais j'ai parlé d'un détective. Donc, il y a des preuves ailleurs. Donc, me faire disparaître égale risque immédiat. Et qu'est-ce que tu veux ? Finit-il par dire. La justice, répondis-je avec un sourire. Mais je sais que la justice a un prix. Alors je propose un compromis. Pas de scandale. Pas de police. Pour l'instant. Je veux ma part. 50% de ce que vous avez volé. Et de ce qui reste. C'est le prix de mon silence. Il bondit. Son visage se déforma sous la rage. T'es complètement folle. Tu te rends compte dans quoi tu t'embarques ? C'est un suicide. Non, Yvan, répondis-je sans hausser le ton. Mon calme le rendait fou. Le suicide, ce sera pour vous deux si quelque chose m'arrive. Ou à mon détective. Tous les documents, enregistrements, preuves, sont copiés. Sécurisés dans plusieurs coffres à travers l'Europe. Mon contact sait quoi faire. Si je ne réponds pas dans 48 heures, tout est publié dans les plus grands journaux internationaux. Ce sera un scandale. Alors maintenant, tu vas respirer un bon coup, prendre ton téléphone et appeler ton patron. Demain, ici, dans le bureau de mon mari, on parlera de notre partenariat. C'était un bluff, énorme, mais crédible. Il ne pouvait pas se permettre de vérifier. Il était pris au piège. Il me fixa quelques secondes, haletant.
Je voyais en lui l'envie de m'étrangler se battre avec la peur des conséquences. La peur gagna. Il ne dit rien. Il fit volte-face et sortit comme un fou. Un instant plus tard, j'entendis sa voix furieuse dans l'entrée. Il appelait Dubois. Je restais seule dans le salon silencieux. Mon cœur battait à m'en faire mal. Mais j'avais réussi. J'avais lancé l'hameçon. Et les requins avaient mordu. Ils viendront. Ici, sur mon terrain. Je montai dans le bureau de Dominique. Je m'assis à sa place. Je préparai chaque détail. Demain, ce sera le procès. Sans juge. Sans jury. Et je savais qu'un seul camp en sortirait vivant. Et je m'étais juré que ce serait le mien. L'attente fut une torture. Le lendemain, la maison était saturée de tension. Yvan restait enfermé. Moi aussi. 2 duellistes, dans le silence avant le tir. Je gardais mon masque d'héritière froide et sûre d'elle. Je commandais des vêtements hors de prix par téléphone. Je parlais fort, pour qu'il entende chaque mot. Je voulais qu'il le répète à Dubois, je ne tremble pas. Je suis déjà en train de dépenser leur argent. À exactement 19h, un coup de klaxon résonna devant le portail. Pas bruyant, mais autoritaire. J'observais depuis la fenêtre du bureau mon quartier général désormais. Ce n'était pas le 4x4 du club, mais une berline blindée noire. Dubois en sortit. Il n'était pas seul. À ses côtés se dressait un homme immense en costume sombre. Un garde du corps. Les enjeux montaient. Je descendis. Yvan leur avait déjà ouvert. Il se tenait devant Dubois comme un écolier pris en faute. « Bonsoir, Anna », dit Dubois avec son sourire de requin. « J'espère qu'on n'arrive pas trop tard pour partager le gâteau ?»« Entrez, Victor », répondis-je en lui indiquant le bureau. Le gâteau est encore entier, mais les couteaux sont affûtés. Je m'installai dans le fauteuil de Dominique. Son fauteuil. Mon trône. Ma forteresse. Dubois comprit le message. Il s'assit de l'autre côté, croisant nonchalamment les jambes. Yvan resta debout derrière lui, tel un chien de garde. Le garde du corps s'immobilisa près de la porte. J'étais seule, enfermée avec 3 ennemis. Mais sous la table, le dictaphone me donnait de la force. « Alors », commença Dubois en jouant avec un stylo luxueux, « il paraît que vous avez des questions financières. Des détectives privés, des menaces. Anna, ce n'est pas très élégant. Nous sommes des gens civilisés. Je suis déçue. Des gens civilisés ne volent pas la veuve de leur associé, rétorquai-je en le fixant droit dans les yeux. Assez de politesse. Vous savez que je sais. Et je sais que vous savez. Passons aux chiffres. 50% de tout ce qui se trouvait sur les comptes de mon mari et de sa société au moment de sa mort. Plus 50% des bénéfices de l'année passée. Voilà mes conditions. Derrière Dubois, Yvan grinça des dents. Dubois éclata de rire. 50%? Ma chère, vous avez de l'appétit. Mais vous ne réalisez pas votre situation. Vous êtes seul. Nous sommes plusieurs. Et nos moyens sont bien plus vastes. Mes moyens s'appuient sur des preuves et un excellent avocat à Genève qui les conserve en sécurité, répliquai-je, poursuivant mon bluff. Ma position est donc bien plus solide que vous ne le croyez. Il tapa doucement ses doigts sur l'accoudoir. Il m'évaluait. Je voyais ses pensées tourner comme des engrenages bien huilés. Soit, admettons, dit-il. Mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi cette mise en scène? La mort de Dominique était un accident industriel. Tragique, bien sûr. Mais en tant qu'héritière, vous auriez pu recevoir vos dividendes. Nous aurions continué les affaires. Pourquoi ce cirque? Pourquoi avoir fait appel à lui? Il désigna Yvan d'un mouvement de tête. C'était le moment décisif. J'avais lancé l'hameçon avec des accusations de fraude, tout en laissant entendre que la mort de Dominique était un accident. Dubois éclata à nouveau de rire. Fort, sincère. Il se pencha en arrière, me regardant comme une enfant mignonne mais stupide. « Anna, vous êtes tellement naïve. C'en est presque touchant, dit-il. Un accident? Mon Dieu, Dominique était un frein au business. Pas une fondation. Il avait découvert mes arrangements financiers parallèles. Il menaçait de tout révéler au procureur. Il était trop honnête, voyez-vous? Les gens trop droits ne durent pas longtemps dans les affaires. Cet accident à l'usine, c'était la solution la plus rapide et la plus humaine. Même pour lui. Il n'aurait pas survécu à la chute de son monde idéal. Je l'écoutais, glacé. Il parlait. Il avouait. Tranquillement, comme s'il parlait de chiffres en bourse. Et sous la table, le dictaphone enregistrait tout.
Il aurait tout détruit. Explosa soudain Yvan, visiblement incapable de se taire. Tout ce qu'on avait construit. Toujours à faire le bon, le pur, le saint. Et moi, j'ai toujours vécu dans son ombre, à ramasser ses miettes. Quand Dubois m'a proposé de prendre sa place, d'avoir ce qui me revenait, j'ai enfin pris une bonne décision. J'ai aidé à organiser l'explosion. Oui, moi. Et je l'ai vu, ce prétentieux, partir à l'hôpital. Je ne regrette rien. Maintenant, tout est à moi. J'avais tout. L'aveu du commanditaire. Et celui de l'exécutant. Mission accomplie. Il ne me restait plus qu'à conclure la pièce. Je fis semblant d'être bouleversée. Terrifiée. Je les fixais avec de grands yeux, comme si je réalisais à l'instant qu'ils étaient vraiment. Je ne savais pas, murmurai-je d'une voix tremblante. Je croyais que c'était juste une histoire d'argent. Mais, tuer, ma peur était la réaction qu'ils attendaient. Ils croyaient que la petite maîtresse chanteuse avait joué avec le feu, et s'était brûlée. Dubois reprit l'avantage. Là, Anna, je crois qu'on commence enfin à se comprendre, dit-il en se levant. Il lissa son costume. Son sourire était celui d'un homme qui pense avoir gagné. Tu auras de l'argent. Pas 50%, ne sois pas ridicule. 10, ça suffira largement. Prie de ton silence. Et pour que tu oublies définitivement cette conversation. Nos avocats te contacteront demain. D'ici là, repose-toi. Tu en auras besoin. Il tourna les talons. Yvan me jeta un regard haineux et satisfait, puis le suivit. Le garde du corps ouvrit la porte. Ils partirent. Le silence retomba dans la maison. Mais ce n'était plus le même silence. C'était celui, assourdissant, de ma victoire. Je restai figé dans le fauteuil de Dominique, peut-être 5 minutes. Puis des larmes coulèrent sur mes joues. Pas des larmes de peur, ni de douleur. Des larmes de rage brûlante et de triomphe. Je me penchai lentement et décollai le dictaphone sous la table. Ce petit cercueil noir contenait leur histoire. Toute leur saleté, tous leurs mensonges. J'avais tout ce qu'il fallait pour les enterrer vivants. Maintenant, je devais tenir jusqu'au petit matin. À peine la porte se referma derrière eux, je me précipitai vers la fenêtre du bureau. Leur berline blindée s'éloigna sans un bruit et se fondit dans la nuit. Ils étaient partis. Mais pas pour longtemps. Ils avaient laissé Yvan, comme un chien enchaîné, pour me surveiller jusqu'au lever du jour. Et au matin, pas d'avocat. Des nettoyeurs. Ceux qui viendraient régler le cas Anna Morel une bonne fois pour toutes. Il me restait quelques heures. Tout d'abord, j'appelai Elisabeth. Ma voix ne tremblait plus, claire et décidée. J'ai tout ce qu'il faut, dis-je. Leur aveu. Dubois et lui. Explosion, meurtre. Tout est enregistré. Un silence. Puis un souffle étouffé. Ma fille. T'es folle. Murmura-t-elle. Ils ne te laisseront pas vivre jusqu'au matin. Ils envoient des tueurs, pas des avocats. Il faut que tu partes. Maintenant. Je ne peux pas. Il m'a enfermée. Alors on va t'en faire sortir, reprit-elle, implacable. Il faut une diversion. Un truc pour le faire sortir 10 minutes. Je regardai mon luxueux bunker. Mon regard se posa sur le téléphone mural de Dominique. L'idée surgit, audacieuse, insolente. J'ai un plan, annoncai-je. Soyez prêts. Faut une voiture discrète, pas un taxi. Attendez-moi dans 1 heure, sur la route forestière derrière chez moi. Vous savez laquelle? Je m'en occupe. Et toi? Je vais demander mon acompte, souriai-je. Pour mon silence. J'appuyai sur l'interphone reliant le bureau et le salon. Yvan. Après un instant, sa voix bougonne sortit du haut-parleur. Tu veux quoi? Je jouai la capricieuse. J'ai bien réfléchi à l'offre de ton boss, dis-je d'un ton fin distingué. 10%. C'est du vol, mais soit. À une condition. Laquelle? Grognatait-il. Je ne vous fais pas confiance, lançai-je. Que je voie mon argent. 100 000 €, cash, ce soir. Que Dubois envoie son homme. Sinon, demain mon détective débarque et vous promet un réveil mouvementé. Tu me donnes l'argent toi-même. Le type sera au petit portail dans 1 heure. Long silence. Il haletait. Mon exigence paraissait tellement avide qu'elle semblait cohérente pour le rôle que je jouais. Têtu. Articula-t-il, ivre de colère. J'attends l'appel de ton boss pour confirmer. Le temps compte. Je raccrochai. Il me restait à préparer ma fuite. Je courus me changer. Adieu robe de soirée, je mis un jean noir,
un pull foncé et des baskets. Je me scotchais le dictaphone, la clé USB et la copie du procès-verbal discrètement sur le corps. Sans sac, sans rien. Ensuite, la retraite. Pas par l'escalier. La fenêtre du 2e étage était mon seul chemin. Je passais les draps de soie en corde, nouant solidement, comme au cours de survie à l'école. 30 minutes plus tard, l'interphone sonna. Dubois accepte, dit Yvan, plein de venin. Il te prend pour une voleuse idiote, mais il paie juste pour que tu te taises. Dans 20 minutes, son homme au petit portail. Je serai à la fenêtre, répondis-je. Une fausse note, et tu peux dire adieu à vos papiers. Je bluffais, mais Yvan ne savait pas. Je attachai une extrémité de la corde à un vieux radiateur en fonte. Teste le nœud, 2 fois. Il tient. Dehors, la nuit. La lune éclairait les cimes. J'envoyai un SMS à Elisabeth. Il sort. 10 minutes. Réponse immédiate, je t'attends. J'entendis la serrure arrière cliquer. Il va accueillir le faux livreur pour se départir d'une femme gênante. Mon moment. Fenêtre ouverte. Quelques minutes. Je m'assis sur le rebord. L'air glacé brûla mon visage. Je laissai tomber la corde, qui pendit à quelques dizaines de centimètres du sol. Ça allait demander un saut. En bas, la terre froide et humide. Mon cœur vibra dans ma gorge. Toute ma vie défila. Dominique, notre amour, ce cauchemar. Non, je ne lâcherai pas. Je survivrai. Pour lui. Pour ma vengeance. Là, dans l'ombre, m'attendait soit la liberté, soit la mort au pied de ma propre maison. Pas d'autre option. Je fermai les yeux. Je respirai. Et je me jetai dans le vide. La descente fut un enfer. La soie brûlait mes paumes. Mes muscles hurlaient. À mi-chemin, je sentis le nœud glisser. Je tombai. Les 2 derniers mètres furent une chute dans des buissons de rosiers humides contre le mur. Une douleur aiguë dans la cheville. Je l'avais tordue. Silence. Juste silence, me murmurai-je, la main sur la bouche pour ne pas crier. Je rampais hors des buissons. Chaque pas était un éclair de douleur, mais l'adrénaline faisait office d'anesthésie. À 50 mètres devant moi se dressait la barrière menant à la route forestière Mont-Salut. 50 mètres à travers la pelouse baignée par la lune. Je m'avançais à pas de loup, me penchant, me cachant derrière des cyprès isolés. Mon jardin, jadis paisible, était devenu un piège mortel. J'avais parcouru la moitié du chemin quand un faisceau brutal m'aveugla. Un projecteur activé par un détecteur de mouvement, j'avais oublié celui que Dominique avait installé pour la sécurité. J'étais immobile, illuminé comme sur une scène, sous les projecteurs. Et quelques secondes plus tard, un hurlement de rage retentit du portail arrière. Yvan. Il avait compris. Il déboula vers moi, tel un taureau furieux, son visage déformé par la haine. Je me mis à courir en boitant, les yeux rivés sur l'obscure barrière derrière moi. Mais Yvan me rattrapa en quelques secondes, me fauchant d'un coup violent. Je tombai sur l'herbe humide. « T'as cru quoi, saleté ?» rugit-il, me plaquant de tout son poids. « Je vais te buter ici et t'enterrer. » Ses mains se refermèrent sur ma gorge. Je suffoquais. Dans un réflexe, je griffai son visage, tentai de lui asséner un coup, sans effet, il était trop lourd. Ma vie s'échappait. C'était fini. Soudain, un klaxon continu retentit du côté de l'entrée principale. Une lumière aveuglante. Un coup de klaxon hystérique, comme une alarme. Yvan se figea, tétanisé. Qui klaxonnait? La police? Non. C'était chaotique, paniqué. Une diversion. Elisabeth. Ma vieille amie, courageuse, qui comprit que tout avait dérapé et passa à l'action. Sa prise sur ma gorge fléchit. Juste assez longtemps. Je rassemblai mes forces. Je fléchis la jambe et lui frappai le genou avec mon pied, dans un bruit d'os qui craque, un hurlement bestial. Il recula, agrippé à son genou. Je roulai en arrière, haletant, l'esprit encore enfumé. Je me relevai, oubliant la douleur à la cheville, et filai vers la barrière, vers la forêt. Je ne savais pas qui klaxonnait Elisabeth. Un hasard? Je ne savais pas si Yvan se relevait. Derrière moi, ses jurons se faisaient entendre, mais je ne me retournai pas. Devant moi, une seule perspective, une petite ouverture sombre dans la barrière. Je jaillis dans la forêt. La noirceur m'engloutit. Presque rien ne se voyait. Par ici. Une voix rauque surgit des ténèbres. À quelques mètres, une vieille Honda délabrée m'attendait, la portière ouverte. Derrière le volant, Elisabeth, le visage déterminé malgré la peur. Je bondis à l'intérieur. Mais tout,
dis-je, essoufflé. Elle appuya sur l'accélérateur. Le vieux moteur rugit, la voiture démarra. Dans le rétroviseur, j'aperçus la silhouette boitillante d'Ivan. Son regard noir m'implorait. Ou maudissait. Nous filâmes vers la route éclairée. Je m'effondrai sur le siège, le souffle court. J'étais sale, égratignée, la cheville enflée. Mais enfin, libre, avec le dictaphone toujours attaché sur moi. « Merci », murmurai-je. « Ce n'est que le début », grognatait-elle, les yeux rivés sur la route. « Il va déclencher la ville entière pour te retrouver. Il faut disparaître. Rapidement. » Elle avait raison. Le plus facile était fait. La vraie course commençait. La vieille Honda dévorait la route de nuit, nous éloignant de cette ville devenue une prison. Chaque phare en reflet me glaçait le cœur. J'avais l'impression que tous mes démons me suivaient. Ma cheville supportait la tension, presque ignorée par l'adrénaline. L'essentiel, nous étions libres. « Où va-t-on » demandai-je, le bout de ma voix rauque. « Le plus loin possible », répondit-elle. Ses doigts maigres serraient le volant. « Nous irons dans mon chalet à Colmar, à 100 km d'ici. Un trou paumé, 3 maisons, 1 ou 2 vieux. Pas de réseau. Parfait pour se cacher quelques jours. » Elle avait raison. Dubois chercherait ubiquité sortie, gare, aéroport. Il me traquerait dans la civilisation. Nous, on allait tomber sous terre. « Arrête ici », dit-elle soudain, en tournant vers un vieux pont au-dessus d'une rivière silencieuse. Moteur coupé. Sors et dégage ton téléphone. Je ne compris pas, mais obéis. Sur le pont, l'air frais et l'odeur de l'eau me remirent un peu. Première règle du fugitif, on casse la traque, dit-elle en sortant son vieux portable. Chaque téléphone, c'est un tracker. Les tiens, les miens, à la rivière. Elle attrapa son appareil et le jeta dans l'eau profonde. 2 poissons sautèrent. Je la regardai, mon portable obstiné dans la main. Elle avait raison. J'en fis autant. 2 petits crépitements, 2 taches sombres dans l'eau silencieuse. Maintenant, nous étions seuls. Complètement coupés du monde. Mon seul lien, le dictaphone, était toujours scotché sur mon corps. Nous atteignîmes Colmar en pleine nuit. Le village dormait d'un sommeil mort. Pas un lampadaire, juste une mer d'étoiles froides. Le chalet d'Elisabeth correspondait à son récit, petit, bancal, entouré d'herbes folles. Derrière la porte grinçante, le trésor tant espéré, sécurité. Tandis qu'Elisabeth chauffait un petit poêle en fonte et préparait une infusion de plantes, je m'asseyais sur le vieux canapé et décollais mon trésor. Dictaphone, clé USB, photocopie. « Allez, lance-le », dit-elle calmement, 2 tasses fumantes à la main. Je pressai le bouton. Du petit haut-parleur s'échappèrent leurs voix. Celle de Dubois, fluette, sûre, qui admettait le meurtre avec la désinvolture d'un deal. Et celle d'Ivan, haletante, pleine de haine et d'envie. Nous sommes restés silencieuses dans la vieille maison, écoutant cet enregistrement comme on écoute un jugement. C'était effrayant et grandiose à la fois. « Maintenant, tu as tout », murmura Elisabeth lorsque l'enregistrement s'acheva. « Mais tu ne peux pas aller à la police de notre ville, ni même au commissariat régional. D'ici 5 minutes, Dubois saura que tu es venu. L'enregistrement disparaîtra, et on t'enfermera dans un asile où on te déclarera folle. Où on t'accusera de dénonciation calomnieuse. Et alors, on fait quoi ?» Ma voix, d'abord pleine d'espoir, se brisa sous la réalité. « Faut aller plus haut », répondit-elle sérieusement. « Là où ses griffes n'atteignent pas. Ou du moins pas tout de suite. Mon mari et ton père étaient enquêteurs sur des affaires délicates. Juste, incorruptible, on l'a fait partir avant l'heure. Mais il a laissé des amis, et les ennemis de ses ennemis. Il y a un homme à qui il faisait confiance, le général Fournier. Major général à la justice, chef du comité régional d'enquête. Un dur, incorruptible. Il déteste Dubois. Si tu peux lui remettre cet enregistrement en main propre. Il s'emparera de l'affaire comme un pitbull. Mais comment on le contacte ? On ne peut pas juste se pointer à son bureau. Non. Mais je connais des réseaux. Des contacts. On passera par un tiers pour lui faire savoir qu'on a une bombe prête à exploser. C'est notre seul espoir. C'était risqué, fou, mais c'était un plan. On décida de rester une journée ou 2 dans le chalet le temps que la première vague de recherche se calme. Ensuite Elisabeth lancerait son plan. Je me suis laissée aller sur le canapé grinçant, enveloppée dans un vieux plaid de laine piquante. Pour la première fois depuis des jours, la douleur s'est apaisée. Mon corps épuisé réclamait du repos. Le crépitement du poêle m'a bercé vers le sommeil. Puis, dans la pénombre brumeuse, le hurlement d'un chien a déchiré le calme.
J'ai levé la tête. Loin, un moteur. Toujours loin. Mais se rapprochant, glissant sur la route de la petite ville. Dans ce trou paumé au milieu de la nuit, quelqu'un arrivait. Je me suis redressée. Le cœur battant. J'ai croisé le regard d'Elisabeth, elle aussi avait entendu. Elle était debout près de la fenêtre, la main tirant le rideau à peine. « Ils sont là », murmurait-elle. « Ils nous ont trouvés. » La panique m'a envahie. Et si même ici, au bout du monde, ils nous retrouvaient ? Dubois et comme une pieuvre, ses tentacules s'étendent partout. Elisabeth a réagi en un éclair. Elle a écrasé la lampe à pétrole dans un geste vif. La pièce s'est plongée dans le noir complet, seuls les cadres des fenêtres captaient la lune. Pas un bruit, a-t-elle chuchoté, sa voix un bruissement de feuilles sèches. Elle s'est figée près de l'embrasure. Nous sommes restés immobiles. Le moteur s'est arrêté juste devant. Le gravier a crissé sous des pas. Une portière a claqué. Puis, à nouveau, le silence. Ce silence plus terrifiant que n'importe quel bruit. Et soudain, on a frappé à la porte. 3 coups nets, déterminés. Ce n'était pas le style des malfrats. Nous ne respirions plus. Elisabeth, un homme s'est exprimé, voix calme, basse, « Ouvrez, s'il vous plaît. On vient du général Fournier. On sait que vous êtes ici. Vous êtes en sécurité. » Le nom de Fournier a retenti dans l'obscurité comme une détonation. Je me suis tournée vers Elisabeth, son corps figé. Ce pouvait être un piège. Dubois aurait-il découvert la manœuvre ? « Dégagez, j'appelle la police » a crié Elisabeth, la voix tremblante mais dure. « Vous n'aurez pas besoin de la police » a dit la voix, posément. Votre appel à notre contact à Bruxelles a fait du bruit. Il est remonté jusqu'au général, qui vous connaissait comme ma Valkyrie. Et votre mot de passe était « tonnerre ». Son visage a blêmi dans la pénombre. D'un seul mot, un code qu'elle seule connaissait, je sus que c'était vrai. « Aigle », chuchota-t-elle. « Appelez Aigle, comme convenu. Rouge lumière, ouvrez », répondit la voix. Elle a repoussé le verrou, ouvrant la porte. 2 hommes en civil se tenaient sous le porche, visage grave, fatigué, empreint d'une autorité discrète. Aucun uniforme. Mais la posture, les gestes des pros. Major Durand, comité d'enquête, se présenta un homme. Il sortit ses papiers. Et voici le capitaine Reynaud. En les voyant entrer, un immense soulagement m'a envahi. « Comment vous nous avez trouvés ?» demanda Elisabeth. « Votre coup de fil à Bruxelles a déclenché l'alerte », expliqua le major. Le général Fournier exigeait qu'on vous trouve avant que Dubois ne le fasse. On a suivi votre Honda grâce aux caméras jusqu'au virage de Colmar, puis on a fouillé village par village. Vous êtes bien tombé, quelques heures de plus, et une compagnie entière viendrait pour vous. Je suis restée assise, bouche bée. Tandis que, pendant qu'on fuyait, une traque salvatrice nous suivait. J'ai l'enregistrement, balbutiai-je, tendant le dictaphone. Le major l'a pris doucement, avec la précaution qu'on réserve à un explosif. Ça change tout, murmura-t-il. Le général va adorer. On doit partir tout de suite, ajouta le capitaine Reynaud. On vous transfère dans un logement sécurisé, avec protection 24H, 24. Vous êtes le témoin clé contre un réseau criminel et un meurtre. Vous êtes notre priorité. J'ai acquiescé, prête à me déplacer sans poser de questions. Pour la première fois, je me sentais protégée, réellement. Au moment de franchir la porte, la radio du major a grésillé. « Base, ici Primoine. »« À l'écoute », répondit Durand. « Infoterrain, Cible Dubois et Yvan Morel viennent juste de quitter le club. En direction du domicile Morel. Ils sont suivis par 2 véhicules. L'équipe d'intervention est en position. Attend ordre du général pour arrestation. » Le major resta silencieux quelques instants. Son visage s'était durci, aussi impassible qu'un bloc de granit. Il me regarda droit dans les yeux. « On dirait que le spectacle commence, » dit-il. « Et vous, Anna, vous serez au premier rang. Mais plus comme victime. Plutôt comme principale accusatrice. » Il se tourna vers son collègue. « Renaud, mets-les dans la voiture. Emmène-les immédiatement. Moi, je reste ici. Il faut que j'organise la fête pour nos 2 tourtereaux. » C'est là que j'ai compris. Ma fuite, ce sprint désespéré vers la liberté, avait déclenché le dénouement. Dubois et Yvan n'allaient pas chez moi pour m'offrir de l'argent. Ils venaient m'éliminer. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à la place de la veuve tremblante qu'ils espéraient trouver. C'était la justice qui les attendait.
Le piège que je préparais depuis des semaines allait se refermer. Pas grâce à moi, mais grâce à cette machine de vérité que j'avais mise en marche sans même le savoir. On ne nous emmena pas au commissariat, mais dans un appartement discret d'un quartier résidentiel. Un immeuble tout à fait banal. Mais l'intérieur avait été transformé en QG opérationnel. Des hommes en civil devant des écrans, des cartes épinglées au mur. L'air sentait le café et la tension. Le général Fournier nous y attendait. Un homme âgé, massif, au regard lourd et au visage taillé à la serpe. Il n'avait pas de temps à perdre en politesse. « Anna, dit-il en me serrant la main avec force, vous avez accompli ce que nos agents n'ont pas pu faire en plusieurs années. Merci. Maintenant reposez-vous. On va terminer le travail. » Le major Durand brancha mon dictaphone. Ils écoutèrent l'enregistrement. Un silence de mort envahit la pièce. Les visages fermés des enquêteurs se durcirent encore plus à mesure qu'ils entendaient l'aveu glacial de Dubois. « Voilà, » dit Fournier à la fin. « On a tout. » Il a signé son arrêt de mort. Sur un des écrans, j'ai vu le plan de mon quartier. Des points rouges minuscules, les membres du raid encerclaient déjà ma maison, tapis dans l'ombre. Ils attendaient. Et nous aussi. Assise à côté d'Elisabeth, qui me serrait la main, je fixais l'écran comme si c'était un film d'horreur. À toutes les unités, ici le central, annonça la radio. Les cibles approchent. 3 véhicules. Ils ralentissent devant la maison Morel. Mon cœur s'est arrêté. La première voiture s'arrête. 4 hommes descendent. 2 restent dehors, 2 avancent vers la maison. Dubois et Yvan sont dans la 2e voiture. Ils se garent près du garage. La 3e bloque la rue. Ils n'étaient pas venus pour discuter. Ils étaient venus pour nettoyer. Ils sont à l'intérieur, rapporta le chef du groupe d'assaut. Entrez par la porte arrière. Discrète. Les cibles sont dispersées au rez-de-chaussée. Dubois et Yvan montent à l'étage. Direction la chambre. Je les imaginais pénétrer dans ma chambre, fouiller mon espace, chercher mon corps. Un frisson me parcourut. Chambre vide, annonça la radio. Ils sont furieux. Yvan hurle, elle s'est barrée, cette salope. À toutes les équipes, préparez-vous, ordonna Fournier. On y va à mon signal. La tension était à son comble. Sur le plan, je voyais Dubois et Yvan redescendre vers le bureau. Ma pièce. Mon piège. Ils cherchaient. Fouillaient. Ils sont dans le bureau. Tous les 2, confirma la radio. Timing parfait, dit calmement Fournier en se penchant vers le micro. Son ton était glacé, tranchant. Équipe d'assaut, signal, storm. Exécution. Ce qui suivit fut un véritable ouragan. Je n'ai rien vu, mais j'ai tout entendu. Des vitres qui éclatent, des portes défoncées, des cris, du mobilier renversé. À terre. Les mains sur la tête. Pas un geste. Cible Dubois et Morel maîtrisée. Aucune résistance. Opération propre. Contrôle total. En 30 secondes, c'était terminé. 30 secondes pour mettre fin à des mois de cauchemar. Je me suis caché le visage dans les mains. « Anna », dit le major Durand en posant un ordinateur devant moi. « Je pense que vous méritez de voir ça. » L'écran s'alluma. C'était l'image du bureau de mon mari. Mon bureau. Au centre de la pièce, à genoux, menottés dans le dos, Dubois et Yvan. Autour d'eux, des agents masqués, armés. Toute leur arrogance avait disparu. Il ne restait que le choc, l'humiliation et une peur animale. Yvan me vit sur l'écran et rugit de rage impuissante. Dubois, lui, me fixa. Et pour la première fois, je vis une émotion dans ses yeux vides. De la haine. Une haine pure, dirigée contre celle qui l'avait vaincue. Je ne dis rien. Je levai simplement la main, montrant à la caméra la petite chouette dorée que j'avais retirée de mon cou avant de fuir. Je la tins quelques secondes. Puis je refermai lentement le poing. La partie est finie, Victor, murmurai-je. Tu as perdu. Durand referma le portable. C'était magnifique, dit Fournier. Maintenant, nos enquêteurs vont faire leur travail. Je pense qu'ils auront beaucoup à dire. On aurait cru que tout était fini. Mais ce n'était pas encore tout à fait le cas. La radio grésilla de nouveau. Base, ici patrouille. On a intercepté le 3e véhicule, celui qui bloquait la rue. 2 hommes de Dubois à bord. Et un civil. Il s'est rendu sans résister dès qu'il nous a vus. Il dit qu'ils allaient l'éliminer, mais qu'il est prêt à témoigner en échange d'une protection. Il s'appelle Pierre Leblanc. C'est le dirigeant fictif de Europe Trade. Je redressai la tête.
Leblanc. Le SDF sur lequel était enregistrée leur société écran. Il le transportait pour le faire disparaître avec moi. Mais il avait survécu. Et il était prêt à parler. C'était le dernier clou dans le cercueil de l'Empire du Bois. Les mois qui suivirent furent étranges, flous, comme un rêve. Elisabeth et moi restâmes sous protection étatique pendant toute l'enquête. Je témoignais. Encore et encore. Mais ce n'étaient plus des mots chuchotés dans la peur. C'était un récit net, assuré. J'étais le témoin clé. L'enregistrement, le témoignage de Leblanc étonnamment clair et détaillé et les documents financiers retrouvés par les enquêteurs formaient un dossier en béton. L'empire de Dubois s'effondra comme un château de cartes. Le meurtre de mon mari n'était que la surface. Derrière, des rachats mafieux, de la corruption, des liens avec le crime organisé. L'affaire fit tant de bruit qu'elle fut transférée à Bruxelles. Les journaux et la télévision en firent leurs gros titres. L'histoire du « poulpe de Lille », de l'oligarque avide et de son frère meurtrier. Le procès fut long et très médiatisé. Dubois avait engagé les meilleurs avocats. Ils ont essayé de me faire passer pour une folle, une manipulatrice qui avait tout inventé. Ils ont tenté de prouver que l'enregistrement était un montage. Mais face aux preuves, aux témoignages de dizaines de personnes, y compris d'anciens employés de Dubois, qui, sentant le vent tourner, ont enfin parlé, leur défense ne pesait rien. J'étais dans la salle, les regardant. Dubois restait calme, presque ennuyé, comme si cela ne le concernait pas. Yvan, lui, me fixait avec une haine brute, animale. Il n'a jamais compris comment il avait perdu. Il me croyait faible. Comme son maître, il m'avait sous-estimé. Et c'est ce qui les a perdus. Le verdict fut sévère, mais juste. Victor Dubois, reconnu coupable d'avoir dirigé un réseau criminel, commandité un meurtre et détourné des fonds à grande échelle, fut condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée. Toute son entreprise fut confisquée par l'État. Yvan Morel, reconnu complice et auteur du meurtre de son propre frère, écopa de 25 ans de prison. Quand le verdict est tombé, il a perdu son masque. Il s'est mis à hurler, à me maudire, jusqu'à ce que les gardes l'emmènent hors de la salle. Il retournait en cage. Mais cette fois, pour de bon. D'autres condamnations ont suivi. Le directeur de l'hôpital fut jugé pour avoir dissimulé le crime. Certains policiers locaux furent démis de leurs fonctions, puis inculpés à leur tour. La machine de justice que nous avions lancée avançait lentement, mais rien ne pouvait l'arrêter. Quand tout fut terminé, je ne ressentis pas de joie. Juste un grand vide. Le cauchemar était fini. Mais comment continuer à vivre ? J'avais hérité de ce qui restait de l'empire de Dominique. Une énorme fortune. Mais chaque euro était taché de sang et de mensonges. J'ai tout vendu. Tous les actifs liés à Dubois ont disparu. Je n'ai gardé qu'une petite entreprise de construction, le premier projet honnête de Dominique. La première chose que j'ai faite, c'est d'acheter un appartement à Elisabeth, dans un quartier calme, loin de cet hôpital où elle avait passé sa vie. Je lui ai aussi trouvé une aide à domicile. Nous sommes restés proches. Cette vieille dame râleuse est devenue pour moi plus qu'une amie. Elle était ma Valkyrie. Puis je me suis demandé quoi faire de ma vie. J'aurais pu partir, acheter une villa au bord de la mer et siroter des cocktails jusqu'à la fin de mes jours, en essayant d'oublier. Mais ce n'était pas mon chemin. Ce serait trahir la mémoire de Dominique. Alors j'ai créé une fondation à son nom. Une organisation d'aide juridique et psychologique pour les victimes d'injustice dans le monde du travail et des abus de pouvoir. Pour celles et ceux qui, comme moi, s'étaient retrouvés face à un système où l'argent et les relations décident de tout. Je voulais que ma tragédie serve à quelque chose. Que la mort de mon mari n'ait pas été vaine. 1 an a passé. Je me tiens devant sa tombe. Une vraie, cette fois. Après le procès, j'ai obtenu l'exhumation et la réinhumation de Dominique, sous son vrai nom. Sur la pierre de granit, sa photo. Il sourit. Jeune. Heureux. Tel que je me souviens de lui. Je dépose un bouquet de ses roses blanches préférées. Je ne ressens plus cette rage brûlante. Juste une douce tristesse. Et une paix profonde. Voilà, mon amour, je murmure, caressant la pierre froide. Tout est fini. Ils ont été punis. Et ton nom est lavé. Repose en paix. Je vais m'en sortir. Je me retourne et je pars, sans me retourner. Le soleil chauffe doucement mon dos. Devant moi, une vie nouvelle, difficile, mais entièrement à moi. Une vie que j'ai conquise. Voilà mon histoire, mes chers amis. L'histoire de ce mal terrifiant qui parfois porte le visage le plus familier. Et celle d'une femme, fragile en apparence, mais capable d'abattre des géants lorsqu'elle se bat pour la vérité et pour l'amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous.
Et surtout, croyez toujours en vous.